Éric Tegner. Éric Tegner, le rédacteur en chef et le patron de Frontières Médias, ce magazine que vous connaissez probablement, le pire magazine de France, hein, littéralement. Alors c'est un journal, hein, c'était censé être le Mediapart de droite. En vérité, c'est vraiment un torche-cul Frontières Médias, personne ne le lit, c'est de la merde. D'ailleurs, ils ont un peu abandonné le format papier, là ils sont plus que là à faire de l'agite propre avec leur émission de con. Vous connaissez probablement Jordan Florentin. On est en direct sur Frontières, on va aller se taper avec des gauchistes, ils sont hyper violents. Vous connaissez probablement tous leur là. Et bah Éric Tegner, c'est le rédac-chef et le chef de Frontières. Et il s'est fendu d'un laïus vraiment antisémite sur CNews et surtout qui s'inscrit dans la grande tradition de l'antisémitisme français et de l'antisémitisme, on va dire, d'extrême droite, dans la grande tradition du discours nationaliste français qui est par essence antisémite. On va justement voir pour ça, dégrossir un peu ses arguments et voir comment ce genre de profils qui sont vraiment des nazillons en puissance et il n'y a pas de doute sur leur racine antisémite dans leur famille politique, comment ce genre de profil se cache derrière la défense d'Israël pour dire « Moi, antisémite ?» Sérieusement? On me l'avait pas sorti celle-là depuis longtemps. Demande à CNews si je suis antisémite. Rien qu'hier, j'ai sucé Benjamin Netanyahou. Voilà, c'est vraiment le niveau de l'argumentaire. Donc on va revenir un petit peu là-dessus, réexpliquer un petit peu comment fonctionne l'antisémitisme de manière générale et comment il s'inscrit dans la pensée d'extrême droite historiquement depuis au moins 150 ans en France et comment Éric Tegner du coup réactive tout ce discours-là avec son laïus sur CNews, sur Jacques Attali, Alain Minc, Yael Braun-Pivet, les nomades versus les Français enracinés. Qu'on a 2-3 petites connaissances sur le nationalisme français. Je veux dire, c'est ouvertement du nationalisme antisémite. Voilà. D'ailleurs, sachant que historiquement, l'antisémitisme au 19e siècle s'est construit un peu aussi avec le nationalisme. On va revenir dessus. Mais voilà, la figure du juif comme étant non assimilable à la nation, qui a son propre agenda, etc., etc. Ça se base sur ça. Quand on a quelques connaissances sur l'antisémitisme, sur le 19e siècle, sur le nationalisme français et sur l'histoire de l'extrême droite française, cette famille politique, ça paraît absolument évident qu'Éric Tegner est bel et bien antisémite. Voire même plus ou moins nazi, quoi. Voilà, donc on va commencer en regardant l'extrait, tout simplement. Donc c'est Street Press qui a commencé à l'épingler. Donc on va regarder l'extrait, et puis le mieux, ce serait peut-être de lire un petit peu aussi le thread de Street Press qui a fait du très très bon boulot. Ça sera l'occasion de revenir là-dessus, puis après, voilà. Après, on détricotera les arguments d'Éric Tegner et on verra surtout, on analysera un petit peu comment leur défense se met en place. Donc la défense se fait intégralement sur CNews, grosse chaîne d'extrême droite, et comment ils se dédouanent de tout ça, quoi. Voilà, voilà. Il y a un streamer qui a fait une recherche approfondie et qui a trouvé des sources sur les 88 députés RN. Comment ça, des sources? Le retour des discours anti-tziganes et voyageurs? Ouais. Bon, après, le discours, la romophobie, souvent on appelle ça comme ça en France, quoi. En mode de taper sur les gens du voyage, sur les gitans, les roms, etc. C'est vraiment l'extrême droite, ils le font, genre vraiment, c'est open bar un peu en France, hein. Il n'y a même pas besoin d'être à l'extrême droite. Parfois, t'as l'impression que voilà, taper sur les gitans, c'est vraiment open bar en France. Il y a ce côté comme ça, mais oui. Effarant de voir le nombre de personnes, pourtant de confession juive, qui par intérêt politique soutiennent d'authentiques nazis. Et justement, on va parler de ça. Alors, on va parler de ça dans un second temps. On va commencer en parlant vraiment d'analyser en quoi c'est antisémite et dans quelle tradition ça s'inscrit. Et après, on verra effectivement comment ils sont là à se cacher derrière la défense d'Israël. Et effectivement, bah, là, on va prendre un exemple assez parlant qui est celui de Gilles William Goldnadel. Moi, je trouve ça vraiment, tout ça est extrêmement puant, mais ça sera l'occasion de revenir un peu là-dessus, de parler du rapport de l'extrême droite à l'antisémitisme et comment leur espèce de philosémitisme où ils disent non, on est les grands protecteurs des juifs, au final, tout ça, c'est du flan. C'est un truc dont je parle régulièrement en live, mais là, c'est l'occasion de revenir vraiment dessus, quoi. Non, mais nomade, c'est antisémite, pas romanophobe. Ouais, bah là, enfin, en tout cas, c'est tout le discours. Un truc isolé ne l'aurait pas forcément été. Mais tout le discours, en sachant d'où il parle et dans quelle tradition politique il s'inscrit, ça fait que c'est de manière indubitable. Antisémite. On peut pas dire le contraire. Ou alors vraiment, être antisémite, c'est juste dire un truc directement en mode genre les juifs ci, les juifs ça, quoi. C'est comme si le fait de ne pas prononcer le terme juif, ça les dédouanait que le discours soit antisémite pour autant. Et non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. Alors après, certains pourraient dire que c'était des dog whistles. Bon, je vais pas utiliser le concept de dog whistle aujourd'hui. Voilà, peut-être qu'il a même pas fait exprès en fait. Peut-être qu'en fait, dans son logiciel nationaliste, il y a un antisémitisme qui est tellement ancré qu'en fait, il s'est même pas rendu compte qu'il était full nazi, full antisémite en ayant ce petit laïus, quoi. Je sais pas. C'est possible. C'est possible qu'il ait même pas fait exprès. Mais en vrai, je pense qu'il sait très bien d'où il vient. Et d'ailleurs, on regardera un peu sa page Wikipédia, parce qu'on parle de sa famille politique, mais on peut aussi parler de la famille, tout simplement, d'Éric Tegner, qui est historiquement lié au Front National, historiquement ami avec Jean-Marie Le Pen, antisémite notoire, et historiquement lié, de par sa cousine Marie Herbès de Thun, à Frédéric Chatillon, qui est plus ou moins un néo-nazi et qui était le leader du GUD dans les années 80 à Panthéon 2 Assas, grand ami de Marine Le Pen, Panthéon 2 Assas, où il a aussi effectué ses études. Donc, tu vois, d'un niveau familial et un niveau des milieux dans lesquels il a traîné tout du long, c'est la droite nationaliste française. Éric Tegner ne pourrait pas se défendre de ne pas être un nationaliste. S'il est en mode genre non, je ne suis pas un nationaliste, c'est un menteur. C'est un nationaliste, c'est absolument évident. Et c'est à cet égard qu'on peut analyser le discours, parce que c'est de l'antisémitisme lié au nationalisme français, quoi. Voilà.
Panthéon 2 Assas avec 2 S. Et oui, donc pour ceux qui ne savent pas, Panthéon 2 Assas, c'est une fac de droit principalement, une des facs parisiennes. Et historiquement, c'est un des grands fiefs de l'extrême droite française, notamment le GUD, le groupe Union Défense, qui est un espèce de groupe de jeunesse, une espèce de groupuscule néofasciste qui existe encore, qui s'est reformé il n'y a pas très très longtemps, a beaucoup officié et recruté à Panthéon 2 Assas, quoi. Voilà. Il baigne dans ce petit monde. Éric Tegner baigne totalement dans ce petit monde. Et là, franchement, en vrai, j'ai un peu quelques connaissances quand même sur cette famille politique-là. Tout ça, tout ça. Donc là, ça va être le moment de dire les termes, bien sûr. Je finis juste mon café avant. Il y a quand même un groupe qui s'appelle Waffen Assas. Sérieux? Ah, je savais pas, putain. Aïe, 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 aïe. Je savais pas. Bon, bah, voilà. Ok, alors du coup, on va commencer par regarder l'extrait tout de suite. Donc, voilà, c'est cette phrase-là qui a été épinglée, mais on va regarder la séquence dans son intégralité parce que il n'y a pas que cette phrase-là. Quand tu reprends toute la séquence, dans les termes utilisés, dans tout le discours qui tient, c'est encore pire en réalité. Mais la phrase qui a été épinglée, c'est Yael Braun-Pivet est la finition du macronisme. C'est le mariage d'Alain Minc, l'argent roi, et de Jacques Attali, l'homme nomade. Ok, alors. Jacques Attali a écrit un bouquin qui s'appelle L'homme nomade. Du coup, c'est pas antisémite. Ah oui, ressortir comme par hasard, au détour d'une phrase, un bouquin de 2005 en mode genre, mais non, c'est une ref à son bouquin. Oui, oui, ça s'inscrit pas dans un discours qui est plus large que ça, quoi. Encore une fois, l'hypocrisie d'Éric Tegner, on va y revenir. Donc, c'était jeudi 16 octobre, vers 22h. Donc, c'était hier. Non, c'était hier. On est vendredi 16 octobre. Ah non, c'était il y a longtemps, c'était la semaine dernière. Vers 22h, dans l'émission 100% politique de Gauthier Lebret sur CNews, évidemment. Il est très souvent invité sur CNews, Éric Tegner. Les chroniqueurs débattent de la proposition de Yael Braun-Pivet d'imposer davantage les héritages. Ok. Alors, à toute fin utile, je vais un peu outer des Français de confession juive, mais c'est pour expliquer pourquoi c'est antisémite. Yael Braun-Pivet est juif. Voilà. Ça a son importance. Parce c'est pas par hasard qu'il commence à aller sur ce laïus-là. Moi, je pense que Yael Braun-Pivet n'aurait pas été juif, il n'aurait pas été dans cette direction-là, forcément. Ça fait quand même un faisceau d'indices concordants qui font que sur tous les noms qu'il a sortis à part Macron, c'est que des juifs. Tiens, bizarre, et en fait c'est leur faute et c'est leur rapport aux Français enracinés de tradition. Enfin, on va regarder l'extrait, mais vraiment, il n'y a rien qui va. Éric Tegner, directeur du magazine d'extrême droite Frontières, se lance dans une diatribe au relent antisémite à l'égard de la présidente de l'Assemblée nationale. SOS Racisme a saisi l'ARCOM après les propos du directeur du magazine d'extrême droite Frontières, etc., etc. Donc on va regarder l'extrait et expliquer tout simplement pourquoi ils ont utilisé le terme de relent antisémite, mais pourquoi c'est un discours antisémite et qui s'inscrit dans un discours historiquement antisémite depuis au moins 100 ans, quoi. Voilà. Une des raisons pour lesquelles aujourd'hui souvent les gens se disent je vais pas commencer à faire une famille nombreuse, c'est qu'ils savent qu'ils vont avoir une seule maison, peut-être deux, et que de toute façon elle va se faire taxer. Donc là, discours de bourgeois anti-impôt débile, mais bon, pour l'instant, il y a rien. Il parlait de ça à la base, en mode genre, pourquoi il y a moins de familles nombreuses qu'avant, etc. Donc lui, en mode genre, c'est peut-être par rapport à l'immobilier. Si on pouvait acheter 4 maisons et qu'on nous taxait pas, on aurait de l'argent pour faire des gosses. Alors de dire que oui, les Français feraient peut-être plus d'enfants si jamais ils avaient des perspectives d'avenir, notamment économiquement plus viables. Oui, je suis d'accord. Mais déjà, l'argument est éclaté. Mais pour l'instant, il ne fait rien d'autre qu'être un droitard anti-taxe qui aimerait bien être un mania de l'immobilier. Hein. Sachant que Éric Tegner, en plus, il vient d'une vraie famille bourgeoise, etc., etc. Voilà. Mais bon, bref, pour l'instant, ça va. Mais donc, ok, il parle de taxation de l'héritage, ça va sur l'immobilier, les gens veulent plus faire des familles nombreuses. Mais du coup, la question que je me pose, c'est comment ça se fait que d'un seul coup, sans raison apparente, à part le fait qu'il parle de Yael Braun-Pivet, ils se mettent à aller sur une diatribe qui va parler de Jacques Attali, le nomade. Ces gens-là sont des espèces de cosmopolites, qui ne sont pas enracinés, qui ne sont pas liés à la vraie France réelle de gens enracinés dans leur territoire. Pourquoi, d'un seul coup, ils décident d'aller sur ce terrain-là et de faire une référence à un livre de Jacques Attali de 2005 qui n'a aucun putain de rapport avec la taxation de l'héritage ou de l'immobilier, ou quoi que ce soit, genre. Surtout qu'Attali, il a lâché Macron. Maintenant, Jacques Attali, il suce Xi Jinping. Maintenant, il est en mode démocratie libérale, ça marche plus. Il suce Xi Jinping maintenant, Jacques Attali. Le truc, c'est qu'en plus, moi, c'est un truc depuis très longtemps, je vois l'obsession qu'il y a autour de Jacques Attali. Parce qu'il pourrait représenter cette figure du juif libéral qui tire les ficelles d'Emmanuel Macron. Avant Emmanuel Macron, les gens étaient déjà absolument obsédés par Jacques Attali. Et je dis pas ça en mode genre vive Jacques Attali. Politiquement, bon voilà, Jacques Attali dans les années 80, c'était en mode vive le libéralisme, le tournant néolibéral, c'est super bien. Le capitalisme apporte la démocratie partout. C'était un droitard, un libéral extrêmement classique. Et pour ça, moi, ça en fait un adversaire politique. Évidemment, moi qui suis anti-libéral, etc., etc. On parle de Jacques Attali. Mais il y a une obsession, une hyper-fixation sur la figure de Jacques Attali. Parce que pour beaucoup, inconsciemment ou consciemment, c'est cette espèce de figure du juif banquier qui tire les ficelles pour détruire les nations, quoi. Un peu comme beaucoup de gens ont une hyperfixation sur George Soros. Et d'ailleurs, vous savez qui, en France, parle souvent de George Soros qui tire les ficelles, et avec l'Open Society de George Soros, il finance l'extrême gauche qui veut détruire les nations?
Frontière, en me renseignant et en préparant ce live, j'ai vu des extraits de Frontière qui sont en mode Street Press est contrôlé par George Soros. George Soros, pareil, cette espèce de figure du juif errant qui veut détruire les nations en finançant l'extrême gauche face à tous ces peuples inscrits dans leur nation, quoi. Il y a toujours derrière cette l'idée un peu d'extrême droite extrêmement classique, en fait, du juif cosmopolite, du juif sans nation, qui veut détruire les nations pour pousser son propre agenda et qui, avec le pouvoir de l'argent, tire les ficelles de nos dirigeants pour détruire les nations. Et c'est pour ça que les nationalistes, comme Éric Tegner, et les nationalistes d'extrême droite, donc historiquement d'extrême droite en France depuis à peu près l'affaire Dreyfus, encore une affaire liée à l'antisémitisme d'ailleurs, c'est pas un hasard, les nationalistes sont antisémites par essence en France parce que c'est en mode les juifs veulent détruire les nations. Ce sont des gens sans nation, ce sont des gens qui sont errants, des gens qui sont des nomades justement un peu. C'est pour ça que là il parle de l'argent roi et l'homme nomade. Voilà, c'est en mode ils sont pétés de thunes, ils n'ont pas de nation et avec le pouvoir de l'argent, ils tirent les ficelles de nos dirigeants pour détricoter nos nations et assouvoir leur domination, quoi. Voilà. Dans le nationalisme, historiquement en France, il y a cette idée-là. C'est pour ça que tous les groupes nationalistes, sans exception dans les années 30, étaient antisémites pour ces raisons-là. Et je veux dire, il y a plusieurs portes d'entrée vers la haine anti-juive, et là je dis pas antisémitisme, je dis haine anti-juive. De base, il y avait l'anti-judaïsme religieux notamment, donc typiquement c'est les chrétiens qui pendant 1000 ans au Moyen-Âge étaient en mode les juifs ont tué le Christ, donc ce sont nos adversaires, etc. Et à partir des années du 19e siècle, au moment justement où c'est l'émergence des nations en Europe, avec toute cette espèce de débat qu'il a pu y avoir en Europe, en mode quelle nation pour quel peuple, quelle identité, quelle culture pour quelle nation, etc., qui sont vraiment un truc qui a été extrêmement central au 19e siècle. Et du coup, dans ce nationalisme naissant, nationalisme au sens moderne du terme, la figure du juif était quelqu'un qui était par essence pas assimilable à la nation et par essence un ennemi de l'intérieur finalement. Voilà. Et donc il faut comprendre ça, il faut rappeler ces choses-là pour voir dans quel contexte s'inscrit toute sa tirade, quoi. Sachant qu'encore une fois, Éric Tegner, il suffit juste d'aller voir sa page Wikipédia, lui-même, je pense, ne contredirait pas le fait que sa famille politique, c'est celle de la droite nationaliste. Et voilà. Et que de toute façon, elle va se faire taxer. C'est-à-dire que cette transmission, c'est un problème. Mais juste pour comprendre. Pour comprendre. Donc là, il change de sujet, et c'est là que ça devient de l'antisémitisme extrêmement classique. Expliquer qui est Yael Braun-Pivet. Cette dame-là, c'est vraiment la finition du macronisme. Alors, dire cette dame-là, c'est la finition du macronisme. Déjà, rien que ça, pourquoi Yael Braun-Pivet, c'est la finition du macronisme. Yael Braun-Pivet, c'est la présidente de l'Assemblée nationale, mais c'est une macroniste parmi tant d'autres. Il n'y a pas de finition du macronisme. Yael Braun-Pivet n'est pas le bout du chemin du macronisme, c'est pas l'avant-garde de l'idéologie macroniste, Yael Braun-Pivet. C'est une random macroniste. Il y en a plein. Tu secoues un arbre à l'Assemblée nationale, il y en a 10 comme ça qui tombent. Pourquoi Yael Braun-Pivet, particulièrement, serait la finition, l'aboutissement du macronisme? Pourquoi? Pour quelle raison, déjà? Bizarre. Un peu bizarre, hein. C'est quoi? C'est même plutôt un peu l'aile gauche en plus, ouais c'est vrai. Enfin le truc de taxation de l'héritage, pour le coup c'est pas le truc le plus macroniste qu'elle a pu faire. Et là elle fait peut-être partie justement ces personnes de la Macronie qui préparent leur transition vers l'après-Macron en commençant à dire on pourrait peut-être taxer un peu l'héritage, on pourrait peut-être faire des trucs un petit peu plus de gauche. Elle est un peu sur cette aile-là au final dans le bloc macroniste. Enfin c'est pour ça, dire ça déjà, rien que ça dès le début je suis en mode genre en quoi Yael Braun-Pivet est plus la finition du macronisme que qui que ce soit d'autre. Bizarre. Rien que ça, moi déjà, moi qui suis assez sensible au sujet de l'antisémitisme et qui, surtout quand c'est l'extrême droite qui parle, c'est vraiment un de mes sujets. Rien que là déjà, je me dis, c'est un peu sus. Mais du coup, c'est le début de sa tirade et le reste de la tirade, c'est pas un peu sus, c'est littéralement, Charles Maurras aurait pu dire mot pour mot exactement la même chose à l'époque. Hein. Donc Charles Maurras, c'est le mec qui a créé l'Action française, qui est un des plus grands intellectuels de cette fameuse extrême droite nationaliste française et qui était un antisémite, mais genre forcené quoi. Je le dis tout le temps, mais je le rappelle parce que là c'est le sujet de notre live. C'était un nationaliste, donc il détestait l'Allemagne, en mode l'Allemagne c'est l'ennemi naturel de la France, il faut aller faire la guerre à l'Allemagne, etc. Et il détestait les Juifs aussi, Charles Maurras. C'était vraiment les deux. Et donc au moment où l'Allemagne nazie a envahi la France, il était en mode genre bon, j'aime pas l'Allemagne, c'est nos ennemis naturels, mais Hitler, hein, sur la question juive, en vrai, il est plutôt basé. Et donc Charles Maurras a été collaborationniste pour cette raison. Il était tellement antisémite que pour lui, l'antisémitisme nazi faisait qu'il a accepté l'occupation parce que ça avait beau être l'Allemagne. Bon, voilà, il était encore plus antisémite qu'anti-allemand. Ce qui n'était pas forcément le cas de tous les nationalistes. Il y a effectivement eu des nationalistes français qui ont été résistants. Et c'est ce que le RN dit tout le temps. Étant genre, notre famille politique, elle a aussi résisté. Alors, elle a résisté beaucoup moins que les gaullistes et que surtout que les communistes, déjà, premièrement. Mais effectivement, il y a eu des gens de l'extrême droite, de la droite nationaliste française de cette époque, qui ont été résistants. Mais ça veut dire quoi? Ils étaient nationalistes et antisémites par ailleurs. C'est pas pour combattre l'antisémitisme et c'est pas par rapport à la Shoah qu'ils se sont dit je vais aller prendre le maquis. C'était par nationalisme, c'était pour défendre la glorieuse France et le drapeau bleu, blanc, rouge face à l'envahisseur allemand. Ce qui veut pas dire qu'ils n'étaient pas antisémites par ailleurs en fait. Et en fait, on a tendance à relire un peu l'histoire de la Seconde Guerre mondiale par rapport aux Français.
souvent par le prisme de l'antisémitisme, comme si le nazisme c'était uniquement et intégralement que un rapport à l'antisémitisme. Mais il y a plein de gens en fait qui étaient contre l'Allemagne nazie, ils étaient antisémites aussi. La question ne se posait pas pour eux de cette manière-là, quoi. Donc oui, il y a eu des résistants. Parmi certains résistants, il y a eu des nationalistes, et parmi les nationalistes français, il y en a certains qui se sont dit je déteste les Juifs, mais je déteste encore plus l'Allemagne, et du coup, dans tous les cas, je défendrai mon pays. Voilà. Et il y a d'autres nationalistes qui se sont dit je déteste les Juifs et je déteste l'Allemagne, mais pour le coup, l'occupation c'est bien parce qu'au moins ils vont s'occuper des Juifs. En gros, c'était ça, quoi. Voilà. Et Charles Maurras, c'était cette deuxième solution. Il est encore plus antisémite finalement qu'anti-allemand, quoi. Bref, tout ça pour dire que ça, là, la tirade qui va sortir, vraiment, Charles Maurras pourrait dire exactement la même chose. Ça s'inscrit dans cette pensée-là, ça s'inscrit dans cette tradition-là. Et quand on analyse ce qu'il dit, il dit littéralement la même chose que n'importe quel nationaliste antisémite français des années 30. C'est le mariage d'Alain Minck, l'argent roi, et Jacques Attali, l'homme nomade. Voilà, donc les deux exemples qu'il a pris au hasard, hein. Il parle de Yael Braun-Pivet, il commence à aller sur cette tirade, et les deux personnes qu'il a pris qui seraient vraiment en mode la matrice originelle du macronisme, c'est deux personnes juives aussi, Jacques Attali et Alain Minck. Voilà. Donc un côté, l'argent, ils sont pétés de thunes, et de l'autre côté, ce juif cosmopolite sans nation est un homme nomade, il n'est pas enraciné en France comme le peuple réel. Quand on parle de peuple réel, pareil, je reprends la prose de Charles Maurras exprès. C'est un hasard tout ça, c'est un hasard tout ça. Voilà. Non, mais il avait envie de parler du livre de Jacques Attali, L'homme nomade, qu'il a écrit en 2005. Son bouquin, tout le monde l'a oublié, il est sorti il y a 20 ans. Et pourquoi Alain Minck, là, précisément ? Alain Minck, il a même dit de Macron ah, bah oui, c'était un bon banquier d'affaires, hein, parce qu'il est charmant, il faut pas oublier que banquier d'affaires, c'est un métier de pute. Il a littéralement traité Macron de pute il y a pas longtemps, Alain Minck, quoi. Il est en mode genre, non, Macron est la créature d'Alain Minck et de Jacques Attali. C'est ce qu'il est en train de dire. Il a pas dit et la créature d'eux, mais dans le discours, c'est ça. Il a dit c'est quoi ? Jacques Attali, c'est le mariage d'Alain Minck, l'argent roi, et Attali, l'homme nomade. Enfin, j'ai même pas besoin d'expliquer ce qu'il dit. Genre, c'est full antisémite avec aussi cette idée derrière que, en fait, c'est des juifs tout-puissants qui tirent les ficelles derrière Emmanuel Macron, qui serait un peu sous contrôle de la juiverie mondiale organisée, finalement. Voilà, là, j'utilise les termes un peu nazis parce que c'est littéralement le discours qu'il est en train de tenir. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. C'est-à-dire que Alain Minck qui dit maintenant que Emmanuel Macron est le pire. C'est lui qui l'a en partie créé. Ce que je veux dire, c'est qu'Emmanuel Macron, il s'est construit en 2017 sur la notion de la mobilité. C'est-à-dire que l'enracinement pour... Enracinement. Ça, pareil. Parler des Français enracinés par rapport à ces gens déracinés, sans nation, etc. Quand on connaît l'histoire de l'antisémitisme français, ne serait-ce que utiliser le mot enraciné, déjà... C'est un peu bizarre, quoi. Et puis la mobilité, il est en mode genre, oui, c'est un moderne un peu Macron, il veut ubériser la société, il est dans une espèce de forme d'individualisme capitaliste, etc., etc. Ouais, ok. Mais c'est pas en mode genre, oh là là, c'est un cosmopolite qui est contre les Français enracinés. Dire ça, c'est vraiment exactement la même rhétorique que l'extrême droite nationaliste et antisémite, quoi. Tout simplement. Rien que le terme enraciné, ça fait quand même 7 dog whistles différents, quoi. Alors peut-être que c'est un hasard, peut-être qu'il a dit ça et qu'en fait le choix d'Alain Minck, le choix de Jacques Attali, le fait qu'il se mette à parler de Yael Braun-Pivet au milieu de tout ça et qu'il est dans cette tirade-là, peut-être que tout ça est un hasard et ne s'inscrit pas dans cette rhétorique d'extrême droite antisémite. Peut-être que c'est juste un hasard. Je ne sais pas. Mais après, on va aller lire un peu la page Wikipédia d'Éric Tegner pour voir un peu quelle est sa famille et sa famille politique. Force est de constater que le hasard, quand même, il a bon dos, hein. Pour lui, ça ne lui parle pas. Ce sont des gens qui naissent, qui vivent et qui dorment dans un aéroport et ils n'arrivent pas à concevoir que la majorité des Français aujourd'hui, ils sont enracinés sur des territoires. La majorité des Français sont enracinés. Ce que les médias contrôlés par les Juifs ne veulent pas vous montrer, car ces gens sont des cosmopolites, mais le pays réel, pas le pays administratif, est enraciné, chrétien, blanc et nationaliste. Ok, Charles Maurras, encore une fois. C'est exactement le même discours que Charles Maurras. Parfois depuis des siècles. Une des raisons... Pour ça, Zemmour, ça va être son excuse pour dire que c'est pas antisémite. Bah, j'ai vu l'excuse dire, ah ouais, à ce moment-là, Zemmour aussi, il est antisémite. Et Zemmour a défendu Pétain. Et encore une fois, on en a parlé il y a pas longtemps, Zemmour peut avoir des discours qui sont antisémites, mais pas parce qu'il est foncièrement antisémite, déjà il est juif, Éric Zemmour, mais parce que dans son désir d'assimilation à la française, il se raccroche à cette famille politique qui est la droite traditionnaliste, nationaliste, y compris antisémite. Donc il est prêt à accepter et à justifier et à retourner sur elle-même tout ce qui est un peu antisémite dans cette tradition politique-là de France, parce que ça reste sa famille politique. Ça reste sa famille politique. Mais de la même manière que parfois, y a des gens qui font des contre leur camp, quoi. Il y a l'imam Chalgoumi, par exemple. L'imam Chalgoumi, il est là, il fait le jeu des islamophobes alors qu'il est imam. Donc, normalement, l'un n'empêche pas l'autre, quoi. Mais encore une fois, on peut pas comprendre et parler bien de tous ces sujets-là si on n'a pas une approche un petit peu historique et voir dans quelle tradition politique tout ça s'inscrit, quoi. Et en fait, on peut comprendre que Zemmour, il a beau être juif et pourtant il donne du gaz à des gens qui sont antisémites car nationalistes et d'extrême droite.
il faut comprendre ce que c'est que l'extrême droite, ce que c'est que le nationalisme et ce que c'est que l'histoire de cette famille politique en remontant au moins jusqu'à l'affaire Dreyfus, quoi. Mais même avant, on peut remonter jusqu'à Napoléon, etc., etc. Voilà. C'est une ref à ça. Alors oui, c'est une ref à un truc que Jacques Attali avait dit, effectivement. Mais c'est pas une excuse, ça. On dirait les islamophobes qui sont en mode genre ah ouais, vous trouvez que je suis islamophobe, alors pourquoi il y a écrit ça dans le Coran? C'est le même niveau d'argumentaire. C'est le même niveau d'argumentaire. On va regarder. Éric Zemmour, c'est ça la grande bataille idéologique d'aujourd'hui? J'ai écouté l'homélie du père Attali et je suis encore un peu ébloui. Il y a les méchants et les gentils. Il y a les vilains qui veulent la pureté, la purification, l'horreur, quasiment le nazisme. Et puis il y a les gentils qui sont bienveillants. Quasiment l'horreur, quasiment le nazisme. Zemmour défend Pétain. Bah, normalement, oui, tu fais tous les efforts pour qu'on fasse des liens et qu'on parle de nazisme, ou normalement, genre, fallait pas défendre Pétain. Et ça, c'est quelqu'un sur info de chat, mais apparemment, ça lui arrive de citer Charles Maurras. Charles Maurras qui a été condamné à mort, je crois, ou à la perpétuité pour collaboration après la Seconde Guerre mondiale, quoi. Voilà, mais enfin. Qui sont altruistes, oh, c'est beau, sauf que ça n'existe pas, monsieur Attali. Attali, il a tout dit dans sa vie, je peux cherry-pick des extraits et t'en faire un marxiste-léniniste. De fou en plus, de fou. Alors Nibaco, il connaît bien Jacques Attali. Il est low-key fan de Jacques Attali. Mais oui, là, moi je prends le dernier extrait, pour, un petit shorts pour les Échos qui est d'ailleurs propriété de Bernard Arnault, c'est assez rigolo, où Jacques Attali dit littéralement « Nos démocraties libérales ne fonctionnent pas, la planification économique de Xi Jinping, franchement, c'est mieux par rapport au réchauffement climatique. » Donc moi, je prends ça, je le mets hors contexte, effectivement, on peut en faire un marxiste-léniniste, je peux en faire un fan du PCC, un maoïste. Oui, il a pris le tournant libéral à bras-le-corps, évidemment, mais c'est un libéral, Jacques Attali. Je dis pas ça pour défendre les idées, quoi. Mais je veux dire, il y a une hyperfixation autour de Jacques Attali, il n'a pas sorti ce nom-là au hasard. Puis moi, je veux dire, à l'époque, quand j'avais des potes qui commençaient à virer Soralien, ils parlaient d'Attali tout le temps. Ils parlaient de Jacques Attali tout le temps. Ils étaient obsédés par Jacques Attali. Et après, hop là, ils sont devenus full Soralien et j'ai perdu un de mes meilleurs amis comme ça, quoi. Donc je veux dire, je connais suffisamment la ficelle, cette espèce d'hyperfixation sur Jacques Attali quand on s'inscrit dans un discours nationaliste. On sait très bien ce que ça veut dire. Stop, quoi. Ça fait je regarde l'extrait après, on y va. De ce qu'on est. Non pas de ce qu'on devient, mais de ce qu'on est. Auguste Comte disait « Les morts gouvernent les vivants », monsieur Attali. Et Raymond Aron ajoutait « L'histoire est tragique ». Et ça, vous l'oubliez. Vous parlez pour un homme hors sol. Vous parlez pour un homme qui passe sa vie dans les aéroports. Mais ça, il n'existe pas, à part vous. Je ne sais pas ce que c'est que le super profit. Merci FK Debas pour ton 26e mois d'abonnement. Déjà 26 mois, OMG, merci beaucoup. Des gens qui sont là depuis 1000 ans, et qui ont envie d'être là encore 1000 ans, et qui n'ont pas envie d'être métissés, monsieur Attali. Excusez-les, ils n'ont pas envie. Ils n'ont pas envie d'être submergés. Ils n'ont pas envie d'être... Donc en gros, c'est pas antisémite ce qu'il a dit parce qu'il a fait une ref obscure à un truc sur France 2, un bout de phrase qu'a dit Éric Zemmour sur France 2. C'est ça l'argument? Il y a 15 ans. Et en fait, il a visé une référence à un livre que Attali a écrit il y a 20 ans. En fait, tout ça, c'est un pur hasard. Il a fait des refs à des trucs hyper obscurs à droite à gauche. Et en fait, par pur hasard, il se trouve qu'il a eu exactement le même discours que Charles Maurras. Mais tout ça, c'est du hasard. Allons bon. Leurs arguments. Grand placé. C'est con, je reconnais. C'est bas et c'est pas tellement altruiste. Mais c'est leur vie, vous comprenez? Et ils n'ont pas envie que monsieur Attali, le père Attali, vienne leur dire vous êtes des nuls, vous êtes des médiocres, vous êtes des racistes, vous êtes des xénophobes. Oh, moi, il y a certains Français enracinés, je trouve que c'est des racistes. Soutiens Jacques Attali pour ça. Vous n'êtes pas des bienveillants. Eh ben non, ils sont pas bienveillants. Parce que les autres non plus ne sont pas bienveillants. Ok. Bon, après, ça devrait être intéressant. Ça peut être intéressant à regarder en entier ce truc-là, mais bon, ok. L'extrait est un peu hors contexte, je vois pas trop bien où ils veulent en venir, tout cela, mais bon, ok. Donc c'était une ref à ça, donc ça va. Ça excuse tout. C'était une ref à ça. Encore une fois, moi aussi en faisant du cherry picking de Jacques Attali, on peut lui faire dire n'importe quoi, ou normalement ça va, il a bon dos Attali. Regardez par exemple ce qu'il a dit sur la Chine. De l'énergie durable du monde. Voilà, donc là il dit la Chine, parce qu'on a loupé le début sur Instagram, la Chine est la premier pays d'énergie durable au monde. Basé. Merci David Chase, merci beaucoup pour ton 8e mois. Parmi les troubles du moment, 2 nouvelles auraient dû attirer particulièrement notre attention ces derniers jours. La première, c'est qu'en Chine, l'usage des énergies renouvelables a dépassé l'usage du charbon. Ah, moi j'ai remarqué, j'ai fait 12 lives dessus. Moi je suis monté dans ce train-là. Moi je suis monté dans le train, la planification économique en Chine, quand même, ça marche assez bien. Enfin, ça marche mieux que nos démocraties libérales, effectivement. Moi, justement, le discours que je voulais dire, qui est pas juste bêtement sucer le PCC, parce qu'il y a plein de trucs, évidemment, où la Chine, j'approuve pas du tout. Mais franchement, là, il a le même discours que moi, j'ai eu quand on parlait de la Chine de Xi Jinping par rapport à la planification économique. Là,
Là-dessus, il a le même discours qu'Onibaku et moi, regardez. Le charbon a longtemps été la première source d'énergie chinoise. La Chine est devenue la première puissance de l'énergie durable du monde. Deuxième nouvelle, en Australie, la forêt primaire est aujourd'hui plus une source de rejet de carbone qu'une source de captation de carbone. Alors que normalement, une forêt, ça capture du carbone. Mais comme il y en a trop, la forêt le rejette. D'un côté, une Chine totalitaire qui devient un modèle de développement. D'autre C'est un constat que je partage un peu. Après, il a dit totalitaire, hein, voilà. C'est un peu la position, c'est de dire, bah oui, la Chine, enfin, lui dit totalitaire, moi j'aime pas trop le mot totalitaire, mais tu peux très bien dire, certes, la Chine est une dictature, mais force est de constater qu'il y a certains trucs où, bah, ça fonctionne mieux que nous. Ce qui veut pas dire que nous, on doit devenir une dictature, vous voyez. Mais il arrive un peu à peser le pour et le contre. Hein. Ribot et ataliste. Ben non, mais c'est moi j'approuve totalement ce que dit Jacques Attali là-dessus, c'est le même constat. Mais c'est une façon de dire, au final. On peut prendre des trucs hors contexte et en faire dire ce qu'on veut. Moi, je pourrais très bien aller sur un plateau télé et dire Jacques Attali est maoïste, regardez ce qu'il a dit sur la Chine, il défend des régimes totalitaires. Ça va quoi. C'est juste qu'à un moment donné, il a dit énormément de choses dans sa vie, Jacques Attali, en faisant du cherry picking, c'est ce que disait Onibaku. On peut un peu lui faire dire ce qu'on veut, quoi. Et du coup, bah, les antisémites d'extrême droite, depuis très longtemps, aiment bien lui faire dire que Jacques Attali, finalement, c'est un peu le porte-étendard de la juiverie mondiale organisée qui tire les ficelles dans l'ombre pour détruire la nation. Voilà. Voilà. Alors que Jacques Attali en réalité est un glorieux agent du PCC. Moi je préfère le voir comme ça. Surtout que ça ne ramène pas sa judéité. Socialiste et libéral qui devient suicidaire parce qu'il n'a rien fait de suffisant pour créer les conditions de sortir de la catastrophe écologique. La leçon est simple, ce n'est que par des projets à long terme qu'on sortira de tout ce qui nous menace, tant en matière d'écologie que de durabilité sociale, de développement de la santé, de l'éducation, de la capacité à maîtriser les nouvelles technologies. Il y a des motos ou quoi ? Est la clé du présent, tant pour chacun de nous, pour les familles, que pour le pays, que pour les entreprises. Dans la France d'aujourd'hui, qui est tellement engluée dans franchement, comment ne pas être d'accord avec Jacques Attali sur cette vidéo, hein ? Les débats de l'instant, c'est une leçon à ne pas oublier. Commençons à penser à 2040. Il appelle à voter LFI du coup ? Quelque chose de sérieux. Voilà, il est en mode genre, faut penser sur le long terme, nos démocraties libérales sont impossibles de planifier sur le long terme et ça va nous baiser. Il a raison, là-dessus il a raison. Enfin, tout ça pour dire que voilà, Jacques Attali quand on en parle, c'est toujours en mode genre, Jacques Attali il a été très influent quand même à un moment donné, hein. C'est un peu le patron de tout le monde hein, derrière, en coulisses. Et on ne parle jamais de Jacques Attali à d'autres moments que ça en réalité. Hein. Alors qu'en vrai il passe son temps à dire plein de trucs et à produire du contenu en réalité. Il y a une personne en France de gauche qui écoute vraiment ce que dit Jacques Attali, c'est Onibaku en réalité. Sinon il y a très vite un peu ce réflexe de dire oui mais Jacques Attali quand même il est très très influent. Attends, qu'est-ce qui se passe ? Il y a eu des messages de rouge-brun complotiste. Je vais te ban hein, le rouge-brun complotiste, tu me casses les couilles. Là-dessus moi je suis chiant hein. Voilà pourquoi j'ai changé mon blaze, je suis pas tout à fait d'accord avec vous. Parce que comme un projectionniste, il y a un lobbying très puissant. Quoi ? Attali est quand même une merde qui est présent auprès de chaque président. Et qui sort des dingueries sur le nouvel ordre mondial avec Jérusalem comme capitale. Et donc pour toi, Rothschild, Rockefeller, JP Morgan n'ont pas d'influence politique sur le monde ? Quelle influence politique sur le monde a Rothschild, à la famille Rothschild en ce moment ? Attali a quand même dit, je rêve d'un nouvel ordre mondial avec comme capitale Israël. Il a dit ça ? Bah ça dégage quoi. J'ai juste cité une de ses phrases, rien de plus. Ouais, t'as fait comme Eric Tegner qui a juste cité le nom de son bouquin. Ah, Rothschild et Rockefeller. Oh là là. Bon, tu sais quoi ? Tu m'as saoulé. Ah, j'en ai marre de me prendre la tête avec toi dans le chat. Voilà. Cringe. Hein. Oh là là. Effectivement, il porte bien son nom celui-là. Il y a Rockin' Squad dans le chat, ouais. Rothschild. Tu penses que là, Rothschild, actuellement, vas-y, bah dites-moi, c'est quoi l'influence politique de la famille Rothschild en 2025 ? J'aimerais savoir. Pourquoi Rothschild en particulier ? Bizarre, hein ? Bizarre, hein ? On peut aussi citer 50 personnes influentes dans le monde et qui ne sont pas justes, c'est débile comme argument, pardon. Bah ouais. Bah oui. D'ailleurs, j'avais capté qu'on pouvait plus mater le live quand vous étiez ban, c'est bon. J'ai changé le truc. Maintenant, vous pouvez continuer à regarder le live, quoi. Bon, bref, tout ça pour dire que Jacques Attali basé, c'est ça que je voulais dire ? Attends, non. Bon, tout ça pour dire que Jacques Attali a bon dos, voilà. Jacques Attali a bon dos et effectivement cette hyperfixation sur cette figure, il y a des relents antisémites très très souvent. Très souvent. Ce qui veut pas dire que bon, de base moi c'est un adversaire politique, il est pas de ma famille politique pour autant, mais simplement il s'agirait de doser quoi. Donc on va lire un peu le thread de Street Press qui a l'air d'avoir fait du bon boulot là-dessus pour expliquer un petit peu. Bon après j'ai déjà expliqué les différentes ficelles, là franchement déjà c'est bien. Après on va très vite passer à la réaction d'Eric Tegner et voir comment il se défend en se cachant derrière la défense d'Israël, qui est un peu le deuxième volet de ce sujet-là. Mais d'abord, on va juste lire vite fait le thread de Street Press. Monsieur Tegner fait une liste de juifs à qui on attribue des traits négatifs. La juive qui s'attaque à la natalité des petits Français, le juif et l'argent, et enfin le juif errant qui n'a pas ses racines ici. Dénonce Dominique Sopo, le président de SOS Racisme. Voilà, donc en fait c'est des figures, c'est un peu des tropes, on pourrait dire, qui pour le coup sont extrêmement répandues, et quand tu connais un peu le sujet, c'est évident, ça saute
aux yeux. J'ai lu tout à l'heure dans le chat que Raphaël Enthoven avait condamné ses propos, par exemple. Alors que Raphaël Enthoven, pour le coup, d'habitude, quand l'extrême droite va se présenter comme des défenseurs des juifs parce qu'ils défendent Israël, Raphaël Enthoven, c'est pas le pire là-dedans, mais il est quand même de la team qui est en mode genre non, les vrais antisémites, c'est LFI et les Arabes. Et bah là, voilà, je veux dire, quand tu connais un tout petit peu le sujet et que t'as un semblant d'honnêteté intellectuelle, un tout petit pourcentage d'honnêteté intellectuelle, logiquement, t'es en mode genre bah oui, c'est de l'antisémitisme d'extrême droite, tout ce qu'il y a de plus classique, quoi. Il a condamné en citant LFI quand même. Voilà, il y en a aussi qui sont là-dedans, qui sont en mode genre alors oui, là il était antisémite ce droitard, mais quand même on n'oublie pas que c'est LFI les antisémites. Mais il a quand même genre voilà dit effectivement tout ça c'est l'antisémitisme d'extrême droite, quoi. Voilà. Donc l'historien Marc Nobel alerte sur les stéréotypes véhiculés par l'auteur des propos qui convoque le mythe du juif apatride et le préjugé. Excusez-moi. Rothschild a une influence comme Musk en a une aujourd'hui, c'est pas propre aux juifs. Oui, voilà, exactement. Et à un moment donné, quand on parlait du 19e siècle, du début du 20e, il y avait des trucs où les Rothschild avaient même plus d'influence à un moment donné que maintenant. Mais les Rothschild en Big 2025, ça va, quoi, ça va. S'en bat les couilles. Je veux dire, par rapport à même un Xavier Niel, un Bolloré, un Pierre-Édouard Sterrin, un Rodolphe Sadé, c'est de la merde derrière. Covid, non, a priori, c'était une rhinopharyngite, ça m'a un peu tombé sur les bronches, mais ça va aller. Je suis plus trop malade. Ok, donc l'historien Marc Nobel alerte sur les stéréotypes véhiculés par l'auteur des propos qui convoquent le mythe du juif apatride et le préjugé qui date du Moyen-Âge, selon lequel il y aurait un lien particulier entre les juifs et l'argent. Sans compter la phrase sur Alain Minc qui aurait en partie créé Macron, qui cultive le mythe du juif qui tire les ficelles. Tout à fait, bon, c'était le cas pour Attali et pour Alain Minc. Bizarre, c'est toujours les mêmes figures sur lesquelles il y a une hyperfixation, quoi. Tout le passage sur le libéralisme macroniste qui œuvre au déracinement des vrais Français enracinés dans les territoires, c'est un thème de l'extrême droite depuis le 19e siècle. C'est ce que je disais. Exactement. À cette époque-là, pour l'extrême droite, les juifs représentent l'anti-France, explique Jonas Pardo, l'auteur du petit manuel de lutte contre l'antisémitisme. Alors Jonas Pardo, il est à Golem, je crois. Il y a plein de trucs où il est un peu naze, mais là, c'est un sujet qu'il connaît, donc là-dessus, bah oui. Voilà, quand c'est pour s'attaquer à cet antisémitisme-là, sur le sujet de historiquement l'antisémitisme en France, là-dessus, il a bien dit ce qu'il y avait à dire. Ça rejoint tout à fait ce que je disais juste avant. Voilà. Donc ça pareil, ça c'est le genre de sujet, là on parle de l'antisémitisme d'extrême droite. Moi je trouve que c'est le premier réflexe quand on voit apparaître le nom de Jonas Pardo qui là pour le coup dit un truc qui est tout à fait juste, tout à fait vrai et tout à fait le bienvenu. Bah là-dessus on s'en bat les couilles qu'il soit Golem, là n'est pas la question, vous voyez. Sinon on fait que ramener toute cette histoire encore une fois au sionisme et à Israël, alors que là pour le coup c'est pas trop la question. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, et la puissance du Qatar c'est juif aussi, ben oui voilà, à ce moment-là on peut dire ça. Bref. En plateau, personne ne coupe et ne revient sur les propos d'Éric Tegner. La vidéo est publiée quelques minutes plus tard sur le compte X de CNews et partagée par le chroniqueur. Le 21 octobre, SOS Racisme a saisi l'ARCOM, l'autorité de régulation de l'audiovisuel. Entre-temps, CNews a même supprimé le tweet. Ils ont supprimé le tweet entre-temps CNews parce qu'ils étaient en mode putain, ah merde, on s'est dévoilé, il est trop nazicodé là, ça marche pas. Alors après, ils ont quand même du coup préparé leur défense. Vous allez voir, ça sera la deuxième partie de ce live. Enfin de ce live, la deuxième partie. Ce mercredi 22 octobre, l'extrait vidéo publié quelques jours plus tôt n'apparaissait plus sur le compte X de CNews. Voilà, exactement. CNews avait déjà été mis en demeure par l'ARCOM en 2022 pour des propos contestés d'Ivan Rioufol sur le ghetto de Varsovie. Il était en mode non mais le ghetto de Varsovie à la base c'était pour mettre des tuberculeux, hein. C'était pas pour tuer les juifs, hein. Oui. Yvan Rioufol, alors du coup Yvan Rioufol je me souviens plus, je confonds avec Rivarol à chaque fois, mais c'est pas ça. Yvan Rioufol, non, le Figaro, CNews. Non, il bosse où maintenant Rioufol? Je me souviens plus. Je sais plus, mais c'est un genre de nazi historique, hein. Rioufol, hein. Donc c'est pas la première fois. C'est pas la première fois que sur CNews il y a des dérapages parce que quand ils invitent les pires extrêmes droitards de France, évidemment il y en a un ou deux qui va faire oh zut j'ai été nazi. Évidemment quoi. Évidemment. Hein. Désolé du tag, mais je me pose vraiment la question. Là tu m'as appris qu'Alain Minc est juif, mais comme les autres politiques où je découvre sa religion, je me demande d'où vient l'info, comment on le sait, et pas parce que j'ai envie de savoir reconnaître, mais premier degré parce que je n'y comprends rien. Alors, vous n'êtes pas obligé de savoir qui est juif ou qui est pas juif, peu importe. Mais Éric Tegner qui sort ces deux noms-là comme par hasard pendant tout son laïus, c'était pas un hasard. Vous inquiétez pas qu'Éric Tegner, il sait très bien qu'Alain Minc est juif. Mais c'est écrit sur Wikipédia. Hein. Alain Minc, son père était un juif hongrois, si je dis pas de bêtises, qui a été résistant et qui a pris le maquis pour aller se battre contre les nazis. En vrai, il avait l'air basé du coup un peu le père à Alain Minc. Hein. Je ne sais pas ce que c'est que le super profit. Merci Talwin pour ton 9e mois. Voilà, Alain Minc est le fils de Joseph Minc, né à Brest-Litovsk en 1908, etc., au sein de la communauté juive biélorusse où l'antisémitisme est très fort. Voilà, donc c'est des gens qui ont dû arriver en France pour fuir les pogroms au tout début du XXe siècle, un peu comme mes aïeux à moi aussi d'ailleurs. Voilà, rattrapé par la guerre, menacé d'être déporté, échappant de peu à la rafle du Veldiv, ayant déménagé l'avant-veille, ouah putain, il combat pendant l'occupation au sein des FTP-MOI. Basé le père d'Alain Minc. Mec manque de se faire rappeler au Veldiv, il est en mode genre ok, je reçois les francs-tireurs partisans pour aller faire la guerre aux nazis.
based un peu. Donc voilà, il y a des trucs où, genre, si vous le savez pas, vous pouvez être sûr qu'Éric Tegner, c'est le sait. Hein. Et encore une fois, pourquoi ? On va les voir juste après, je finis le thread. Mais. Donc on va voir la page Wikipédia d'Éric Tegner. Il y a quand même un faisceau d'indices concordants qui nous amène à croire qu'il vient d'un milieu quand même assez nazi, quoi. Voilà. Le combat contre l'extrême droite, etc. Abonnez-vous à StreetPress. Bon, StreetPress n'a pas besoin de votre soutien. Il est directement financé par George Soros, qui tire les ficelles du progressisme européen pour détruire les nations et les Français enracinés. Je plaisante bien sûr, mais c'est ce que disait Frontière. Hein. C'est ce que disait en substance Frontière au début de l'année en parlant de StreetPress et de George Soros. Encore une fois, tout ça s'inscrit dans une rhétorique antisémite assez datée finalement, mais toujours bien vivante dans les milieux d'extrême droite. Et qui de mieux qu'Éric Tegner pour représenter ces 10 milieux d'extrême droite, quoi. Quand tu vois un peu d'où il vient et dans sa formation, c'est un putain de nazillon en puissance, ce gars-là. Je veux dire, ses références intellectuelles, probablement, effectivement, Drummond et Maurras, quoi. Voilà. Donc, Éric Tegner, né en 93, hein, il a quasiment le même âge que moi. On a 6 mois d'écart. Hein. Moi, je suis du 8 mars 94, lui du 15 septembre 93. Je ne sais pas ce que c'est que le super Merci, profit. Driz et Dariamon, pour ton prime. Merci beaucoup. Donc, c'est le fondateur de Frontières, etc., etc. Mes couilles, quoi. Donc, passant son enfance à Quessoy, il est issu d'une famille liée au Front National. Une famille liée au Front National. Donc là, on ne parle pas du Rassemblement National post-Jean-Marie Le Pen, de Marine Le Pen, etc. C'est-à-dire que quand il est né dans une famille qui était déjà liée au Front National avant sa naissance, avant 93. Dans les années 80 et au début des années 90, c'est le moment où Jean-Marie Le Pen faisait des blagues sur les chambres à gaz et des références au Troisième Reich régulièrement à la télévision. Et à cette époque-là, sa famille, Éric Tegner, était déjà liée au Front National et amie avec Jean-Marie Le Pen. Pourquoi ? Son grand-père, le grand-père d'Éric Tegner, donc là c'était il y a longtemps, le grand-père d'Éric Tegner, donc Marcel Chéreil de la Rivière, ainsi que sa cousine Marie d'Herbès, alors elle s'appelait même Marie d'Herbès de Tain en réalité, sont des amis proches de Jean-Marie Le Pen. Okay, Marine d'Herbès de Tain, c'est aussi l'ancienne épouse de Frédéric Chatillon, et donc la mère de Kéridouane Chatillon, qui est l'ex-campagne de Jordan Bardella. Donc c'est un peu le bordel là. Mais en gros, voilà, Frédéric Chatillon, c'est un militant d'extrême droite, quasiment néo-nazi, très connu dans le milieu, président du groupe Union Défense, du GUD, prestataire de service pour le Front National, soutien de Bachar al-Assad, ami et conseiller de Marine Le Pen, et ami de Fac à Panthéon 2, Assas de Marine Le Pen. Et donc lui, c'est vraiment un immense gudard, quoi. On va aller dans polémique directement. C'est où polémique ? Affaire judiciaire. Bon, attends. Sinon, je vais mettre antisémitisme, ne vous inquiétez pas qu'il y a des trucs. Hein. Antisémitisme. Jeunesse du GUD, accusation d'antisémitisme, combine financière ? Non, c'est pas écrit là ? Je ne trouve plus. Trop long sa phrase. Mais bon, il est aussi pote avec un mec qui s'appelle Axel Lousteau, qui lui, sur Facebook, s'amusait à faire des blagues où il faisait des croix gammées dans son assiette de riz, quoi. Voilà. Je disais quoi ? Voilà, c'est les gens qui vont à la manif néofasciste du comité du 9 mai avec des croix de Lorraine et des tambours des jeunesses hitlériennes. C'est cette extrême droite-là dont on parle. C'est cette extrême droite qui n'a historiquement pas beaucoup caché ses connivences avec le néonazisme et avec le Troisième Reich. Rappelle que quand même, le Front National, les statuts du Front National ont été déposés par Jean-Marie Le Pen et par un autre gars qui s'appelait Pierre Bousquet, c'est ça ? Je confonds, il y a un autre Bousquet, qui était non seulement un collaborationniste, mais qui était un volontaire de la Waffen-SS. Et donc un des deux gars qui a déposé les statuts du Front National, c'était un ancien de la Waffen-SS de la division Charlemagne, qui était en Allemagne, à Berlin en 1945 au moment du suicide d'Hitler. Ça vient de là, le Front National. Et donc on pourrait se dire, oui, mais maintenant, là, les nouveaux adhérents au Front National, ils sont peut-être moins liés à l'histoire nazie de ce parti. Peut-être, ok. Je veux dire, le grand-père d'Éric Tegner était déjà au FN, était déjà ami avec Jean-Marie Le Pen à l'époque où c'était un putain de nazi en puissance. Non, je crois que c'est Pierre Bousquet. René Bousquet, c'est un autre. C'est Pierre Bousquet. Voilà. Donc je veux dire, quand on regarde la famille politique et même la famille directement d'Éric Tegner, ils étaient déjà potes avec le Front National, déjà liés au Front National, à l'époque où le Front National était quasiment ouvertement néo-nazi, quoi. Même Jean-Marie Le Pen était dans une maison d'édition phonographique, donc il faisait des disques qui vendaient des chants nazis, quoi. Et sa famille, Éric Tegner, était pote avec la famille Le Pen à cette époque-là. Et même Éric Tegner a rejoint le Front National à l'époque où c'était encore le Front National. Si je dis pas de bêtises. Attends, oui. Sa tante, Sandrine Blau, la tante d'Éric Tegner, est la deuxième épouse de Jean-Marie Le Chevalier, maire FN de Toulon, de 95 à 2001. 95. Donc il est dans une famille qui est historiquement liée au Front National et à ces milieux-là. Des milieux qu'on pourrait qualifier de la droite nationaliste, qui explique que tout son livre s'inscrit dans une tradition politique antisémite. Il étudie le droit à Panthéon-Assas, grosse fac de droit art dans lequel se sont liés d'amitié justement Marine Le Pen et le fameux Frédéric Chatillon qui était président du GUD à l'époque, le GUD qui a fini par être dissous tellement c'était des fascistes. Voilà. Et après il a fait une école de management à Grenoble.
Pour un mec de cette bourgeoisie-là, c'est très très gaze de faire une école de management à Grenoble. Hein. Normalement, tu fais HEC hein, quand tu viens de ce genre de famille, quoi. Bref. Et après, il a fait l'école de Marion Maréchal. Tiens. Il adhère en 2011 au Front National. 2011 au Front National ? Ah, c'est le moment où Marine Le Pen est arrivée. Mais c'était juste à la fin de Jean-Marie Le Pen. En tout cas, il a 2011, sachant qu'il est né en 93, il avait 18 ans. 18 ans, il rejoint le Front National alors que c'était Jean-Marie Le Pen à l'époque. Vous voyez ? Jean-Marie Le Pen, antisémite notoire, qui a dit à la télévision « Et bien sûr qu'il y a des races, c'est évident. Vous ne pensez pas qu'il y a une race juive ?» Il a dit ça à la télé, hein, Jean-Marie Le Pen. Donc bon. Voilà, c'est ce que je disais, le parti est fondé notamment par Jean-Marie Le Pen, les anciens Waffen-SS Pierre Bousquet et Léon Gauthier, que je connaissais moins, et des sympathisants néo-nazis tels que François Duprat. Ça fait quand même un faisceau d'indices concordants qui nous amène à penser qu'Éric Tegner s'inscrit dans une famille politique un petit peu pas consensuelle, mais un petit peu nazi, quoi. Un petit peu nazi. Voilà. Aïe. Et donc il s'est défendu de ça. Moi, antisémite, jamais. Je porte plainte contre Street Press et contre LFI et contre Jacques Attali. Ah non. Donc il porte plainte contre LFI, Street Press et SOS Racisme. Il vient d'être condamné. Hein. Éric Tegner vient d'être condamné pour racisme, déjà. Bref. Jean-Marie Le Pen qui disait aussi à cette époque, pour montrer qu'on n'est pas homophobe, il faudrait épouser un homosexuel noir et sidaïque. Voilà, le genre de phrase de Jean-Marie Le Pen. Hein. Le grand-père d'Éric Tegner était ami avec Jean-Marie Le Pen, déjà à l'époque. Un article absolument scandaleux du média d'extrême gauche Street Press vient d'être... Non, l'article est tout à fait mesuré. Et la plupart des gens, à part CNews, sont d'accord pour dire que t'as parlé comme Charles Maurras, mon ref. Publié qui m'accuse, moi, d'être antisémite. Moi et d'avoir soi-disant tenu des propos antisémites sur CNews. Oui. Absolument fou de la part déjà d'un média qui cautionne depuis le 7 octobre tous les actes antisémites et les propos antisémites de leurs amis de l'extrême gauche. Ah, l'extrême gauche est antisémite parce que l'extrême gauche est pro-palestinienne, donc du coup, lui, il peut pas être antisémite. Ça va. Ah, ok, c'est pour ça. Vous allez voir que toute sa défense, il ne fait que parler d'Israël. Il a un argument, c'est moi, je suis pas antisémite, je défends Israël en fait. Moi, je me lèche les babines quand Israël tue des Arabes, donc je peux pas être antisémite. Allez, emballer, c'est pesé. Et là-dessus, c'est pas le premier à faire ça. Qui d'autre fait ça ? Viktor Orban, qui est le président hongrois. Les nationalistes hongrois ont... Pareil, dans l'histoire des nationalistes hongrois et de l'extrême droite hongroise, l'antisémitisme, c'est un vrai délire. Hein. C'est un vrai délire. D'ailleurs, on parlait d'Alain... non, c'était pas Alain... Non, lui, c'est biélorusse. Mais enfin, des juifs hongrois, il y en a pas mal. Et George Soros, notamment, est un juif hongrois qui, à la base, quand il est né, c'était la Seconde Guerre mondiale. Sa famille a fui aux États-Unis, etc. Mais voilà, quoi. À la base, c'est un juif hongrois qui a fui la Shoah, qui est allé aux États-Unis de cette manière-là, quoi. Et George Soros, pareil, a fait toute une campagne... Viktor Orban, en tant que Hongrois, a fait toute une campagne anti-George Soros pour dire « Regardez, il veut détruire les nations. Ce juif cosmopolite veut détruire les nations. » Et à côté de ça, Viktor Orban est un soutien zélé d'Israël. Et là, il faut comprendre pourquoi les nationalistes, l'extrême droite française, mais les nationalistes à l'échelle de toute l'Europe, pourquoi les nationalistes européens peuvent se permettre d'avoir ce discours-là. En gros, des juifs qu'ils estiment être la juiverie mondiale organisée, cosmopolite et sans nation, qui tire les ficelles par le monde, via les banques et le monde médiatico-économique pour détruire nos belles nations blanches, bah ça, ils sont antisémites par rapport à eux. Mais quand ils regardent Israël, Israël, certes, ils sont juifs, mais c'est des nationalistes d'extrême droite aussi, qui ont un projet ethno-culturel nationaliste israélien. C'est tout le principe du sionisme, vous voyez. Enfin, du sionisme, peut-être qu'il a pris forme depuis 1948, en tout cas. Et même avant. Bref. Et donc là, ça les dérange pas, en fait. Des juifs nationalistes, suprémacistes, racistes, ils sont en mode ok, ils sont comme nous, c'est nos cousins, ils sont juifs, mais on peut s'entendre. Par contre, quand c'est George Soros qui veut détruire les nations, là, ils retombent instantanément dans leur vieille marotte antisémite qui date d'il y a 150 ans. Et George Soros, c'est un exemple précis de ça. Et on peut pas comprendre pourquoi il est antisémite avec les uns et pas antisémite avec les autres sans comprendre que le nœud de ce problème-là, c'est le nationalisme. C'est le nationalisme. Voilà. Le nationalisme rend antisémite quand on est européen, pour des raisons historiques que j'ai expliquées depuis tout à l'heure, mais il rend aussi soutien d'Israël, très souvent. Voilà, c'est le cas d'Éric Tegner. Qu'est-ce que je te dise ? Et de la France insoumise. Je veux quand même leur rappeler que je suis aux côtés des Juifs. Attendez, quoi ? C'est de là que ça vient. Je vois de plus en plus de zinzin sur les commentaires des vidéos genre France 24 en mode « Les hordes gauchistes financées par George Soros pour la destruction de la société ». Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Et ça, c'est vraiment le truc de « Les juifs cosmopolites veulent détruire les nations ». C'est ce que disaient tous les antisémites européens il y a 100 ans et c'est ce que disait Adolf Hitler, quoi. Littéralement. Depuis le programme du 7 octobre. C'était pas un programme le 7 octobre. Va te faire foutre à un moment donné. Arrêtez d'utiliser des mots que vous comprenez pas.
C'était pas un pogrom le 7 octobre. Alors moi, encore une fois, je vais parler un peu de mon histoire familiale. Moi, à un moment donné, si j'existe, je suis français, c'est que du côté de mon père, ma famille a été en France pour fuir les pogroms, littéralement. Les pogroms, c'était quoi? C'était un peuple en minorité, opprimé. Donc là, on parlait des juifs d'Europe de l'Est, c'était en Russie, en Ukraine, en Lituanie, etc. Moi, c'est de là que viennent mes ancêtres. C'est des juifs litvaques, mes ancêtres, figurez-vous. Comme Jodorowsky, par exemple, pour ceux qui connaissent Jodorowsky. Il est même d'origine que lui. Ou que Zelensky, typiquement. Et bah, du coup, il y avait des pogroms parce que c'était une minorité opprimée qui vivait dans des villages entre eux, ils parlaient yiddish. Et donc, du coup, le groupe dominant, antisémite, faisait des pogroms et allait faire des chasses aux juifs, qui étaient d'ailleurs avec plus ou moins l'approbation de la police, et de la police russe, par exemple. Et c'est ça qui pourrait définir un pogrom. C'est à un moment donné où tu vas commencer à casser la gueule, tuer, battre une minorité opprimée avec la police et le pouvoir en place qui ferment les yeux et qui laissent faire. Dans une forme de racisme structurel. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça un pogrom, c'est ça que ça veut dire un pogrom. Quand tu regardes ce qu'a été le 7 octobre, ce n'est pas ça. C'est pas du tout ça. C'est la Palestine, ils sont en train de se faire génocider, ils sont sous blocus depuis 20 ans. Dans le contexte israélo-palestinien, c'est pas en mode les juifs minorités opprimées sont victimes d'un pogrom par le pouvoir en place. C'est pas ça un pogrom. N'utilisez pas un terme pogrom, c'est une insulte à tous ces juifs qui ont vraiment vécu des pogroms. Et même, je veux dire, il pourrait y avoir un discours sur l'antisémitisme par rapport au 7 octobre, etc. À la limite, mais en tout cas, à la limite, moi je suis pas d'accord, mais pourquoi pas? Mais d'utiliser le terme pogrom, c'est factuellement faux, et pour moi, c'est un crachat au visage de ce qu'ont été vraiment les pogroms. Voilà. Envoyer une équipe de frontières sur place, en Israël, que je C'est nécessite. aussi le philosémitisme, l'idée de préserver Israël pour que tous les juifs aillent y vivre et dégagent de France, Hongrie, etc. Ça, je sais même pas exactement si c'est vraiment ça, s'ils sont vraiment en mode genre, ah nous on n'aime pas les juifs, du coup Israël, ça fait qu'ils se barrent tous de chez nous. Je suis pas forcément sûr, parce que les juifs les plus sionistes, les plus d'extrême droite, vous allez voir que justement, ils sont bien contents de les avoir en alliés, ces gens d'extrême droite, pour se défendre d'être des antisémites et défendre leur famille politique d'être historiquement antisémites. Donc là-dessus, je suis même pas forcément sûr que ça soit une histoire de les juifs, on veut plus de vous en France, quoi. Bref, définition officielle de pogrom. Alors les pogroms, à la base, on parle de pogroms, c'était pour parler des actes anti-juifs au début du XXe siècle, à la fin du XIXe, notamment en Europe de l'Est. Mais par extension, on peut, dès que c'est une minorité opprimée qui se fait lyncher par un groupe dominant avec l'approbation, ou en tout cas avec l'approbation du pouvoir en place, on peut dire que c'est un pogrom, quoi. Massacre et pillage des juifs par le reste de la population, souvent encouragés par le pouvoir. Voilà, souvent encouragés par le pouvoir. Et ça se plaçait dans le contexte de l'oppression des juifs en Europe de l'Est et en Russie à l'époque, quoi. Voilà. Un pogrom ou pogrom est une attaque incluant une dimension raciste ou xénophobe et accompagnée de pillages et de massacres, initialement contre les juifs en Russie, perpétrés le plus souvent par des communautés sociales, politiques ou religieuses et sans réaction des autorités ou avec leur assentiment entre 1881 et 1921. De base, c'est pour parler de ça. Voilà. Mais en tout cas, il faut qu'il y ait l'idée d'une minorité opprimée qui se fait niquer avec la complicité du pouvoir en place. Donc il y a un pogrom à Gaza. Même, c'est pas une histoire de pogrom. Il faut utiliser le mot pogrom dans le contexte israélo-palestinien. Moi, je trouve ça con. Non, il y a un génocide actuellement à Gaza, quoi. Il y a des massacres, il y a une mise sous tutelle coloniale qui passe par des massacres et un génocide. Je sais pas comment on pourrait définir ça. Mais moi, je propose que le terme pogrom, on l'utilise pas pour Israël et la Palestine déjà de manière générale. C'est pas plus mal, quoi. Bon, bref, voilà. C'est absolument tous les jours et tous les soirs sur CNews. Mais qu'est-ce qui s'est passé autour des années 20 pour que ça s'arrête en Russie? C'est vrai, j'avoue, comment ça se fait, quoi. Ça. Jusqu'en 21, il y a des pogroms, après en 21, il n'y avait plus de pogroms. Qu'est-ce qui s'est passé en Russie à cette époque-là? Il y a eu un changement de pouvoir? Le pouvoir est devenu moins antisémite par la suite? C'était qui au pouvoir? C'est passé quoi à cette époque-là en Russie? Je me souviens plus. Alors attention, Staline lui était antisémite pour le coup. Staline il avait un rapport à l'identité, la nation, etc. C'était pas un camarade par rapport à ça. Et dire que l'URSS a arrêté d'être antisémite, déjà il y avait un antisémitisme ancré au sein de la Russie qui s'est pas évanoui du jour au lendemain. Et Staline lui-même a fait des politiques antisémites. Voilà. Donc je tiens à le rappeler quand même. Mais c'est vrai que force est de constater que quand les bolcheviks sont arrivés au pouvoir, ça a un petit peu changé la donne et ils étaient moins antisémites que les précédents, quoi. Voilà. De toute façon, il y avait vraiment trop de ski. Bref. D'expliquer qu'Israël aujourd'hui faisait le travail à notre place, que c'est essentiel aujourd'hui d'être allié et de défendre les Juifs de France. Et je veux quand même leur rappeler également que j'ai été gravement menacé de mort par un islamiste fiché S déjà... C'est quoi le rapport? Condamné pour attaque au couteau, qui avait déjà fait de la prison. Pourquoi? Parce qu'il m'accusait justement de défendre les Juifs et les Juifs de France. Parce qu'il m'insultait tout le temps en me disant « Tu es un sale goy, tu es un sale sioniste ». C'était ça ses attaques. Parce qu'il expliquait « Oui, t'es payé par Gilles William Goldnadel, etc. » Avec tous ces propos. Ils disent que Street Press est payé par George Soros. Alors après, oui, il y a des gens complètement cons
qui se retrouvent à être antisémites en disant oh non mais c'est parce qu'on est pro-palestinien. Évidemment que ça existe, on a eu un exemple il y a pas longtemps avec le porte-parole de la Global Summon Flotilla qui s'est fait virer et condamner instantanément, mais lui il était pas pour les bonnes raisons sur la Global Summon Flotilla. Quand il a regardé son compte Facebook, c'était vraiment les juifs contre le monde, etc. Donc oui, il y a plusieurs pas types d'antisémitisme parce que c'est toujours les mêmes tropes. Vous voyez, là, il est en mode genre, on m'a accusé d'être payé par Gilles William Goldnadel. Moi, j'accuse Street Press d'être payé par George Soros. Je veux dire, c'est toujours les mêmes ficelles, c'est toujours le même antisémitisme. Il n'y a pas de nouvel antisémitisme. Mais il y a cette idée-là où l'antisémitisme peut prendre plusieurs formes ou venir de plusieurs espaces différents. Et moi, je suis d'accord pour dire ça. L'extrême droite n'a pas le monopole de l'antisémitisme dans le monde. Ça serait trop beau, j'ai envie de dire. Ça serait trop simple. Mais je veux dire, c'est quoi cette défense en mode genre, ah ouais, bah moi, je connais des antisémites de gauche, donc je peux pas être antisémite de droite. Mais nique ta mère, tu dis n'importe quoi. Antisémite. Et cet homme-là... Et parle du fond. Il va pas se défendre sur le fond, sur pourquoi son laïus. Il aurait dû dire voilà pourquoi mon laïus n'avait rien d'antisémite. Il parle pas de son laïus parce qu'il sait très bien que c'est de l'antisémitisme d'extrême droite classique. Donc il est en mode genre non, c'est la gauche les vrais antisémites. Moi je défends Israël. Non mais ça va. Il était tellement dangereux qu'il a été condamné la semaine dernière pour ses menaces de mort à 1 an de prison ferme. Il est en ce moment en prison. Et pourquoi j'ai dû changer mes habitudes depuis plusieurs semaines? Parce que justement, je défends les Juifs de France. Et aujourd'hui, je me retrouve... Tu défends pas les Juifs de France, tu défends Israël. Arrête. Et ça, il y a plein de Juifs de France qui ne tombent pas dans ce panneau de dire « Ah non, l'extrême droite a changé ». Il y a énormément de Juifs français qui ne tombent pas dans ce panneau-là. Il y en a certains, hélas, qui tombent dans ce panneau-là. C'est vrai. Mais je veux dire, arrête de croire que les Juifs français sont un ensemble homogène et qu'ils sont tous en train de te sucer la bite. C'est pas vrai. Avec une sorte de média d'extrême gauche qui va expliquer que je serais antisémite. Le nombre d'enquêtes qu'on a fait... Tu es antisémite. Vas-y, porte plainte contre moi, Eric, pour voir. Ou bloque-moi sur Twitter, comme l'a fait ton petit protégé Jordan Florentin. D'ailleurs, Jordan Florentin, pendant le Covid, il a fait un pass sanitaire au nom de Adolf Hitler. Alors, on peut se dire, c'était un ado edgy à l'époque. Il avait quel âge au moment du Covid, Florentin? Jordan Florentin. Voilà, un autre truc qui participe à tout ce lore-là. Hein. Ah, il a pas de page Wikipédia, il est trop gaze. Après, j'ai pas encore de page Wikipédia, moi. S'il y a des volontaires pour la créer. Il est quand, Jordan Florentin? Bon, on va dire qu'il a mon âge. Je pense qu'il a à peu près mon âge. C'est un adolescent. Donc il avait... On a tous eu 27 ans, ça va. Oui, il avait 27 ans au moment du Covid. Bah, c'est quoi, le pass sanitaire, c'est 2020, on va dire 2021. Il devait avoir 25 ans, quelque chose comme ça. Il devait avoir 25 ans à cette époque. Je veux dire, s'il avait 12 ans et qu'il avait fait des blagues edgy Adolf Hitler, bon, à la limite. Mais Jordan Florentin, militant d'extrême droite qui s'appelle Adolf Hitler, a 25 piges sur son pass sanitaire pour rigoler. Normalement, t'as passé ce type d'humour edgy à cet âge-là, quoi. Ça peut arriver, en vrai, d'avoir cette espèce d'humour edgy transgressif. Moi, j'ai un élève de 5e, il avait 11-12 ans, il a dessiné des croix gammées sur sa table. Est-ce que ça faisait de lui un nazi? Non, c'était absolument pas un nazi. C'était, il était en mode genre, oh, je vais troller, je vais faire un truc interdit, lol, je vais dessiner des swastikas, etc., etc. Et moi, quand j'ai vu ça, après, j'ai été lui parler, j'étais en mode genre, je sais bien que tu n'es pas nazi, mais du coup, explique-moi pourquoi t'as fait ça. J'étais en mode genre, ok, d'accord, t'as 12 ans, tu fais ça un peu pour provoquer la transgression, je comprends. Je sais que t'es pas un nazi par ailleurs. Juste quand tu fais ça, fais gaffe parce que juste, il y a des gens qui sont vraiment blessés par ce genre de symbole, donc fais pas ça, quoi. Voilà. J'étais normal avec lui. Ce n'était pas un nazi. Il avait 12 ans. Jordan Florentin qui fait le même genre de blague à 25 ans, sachant que c'était déjà un militant d'extrême droite. C'était pas une blague d'ado edgy, c'était une blague de petit nazillon minable. Donc ça fait encore une fois quand même un faisceau d'indices concordants qui nous amène à penser que Frontière et toute cette famille politique est, comme toujours et comme elle a toujours été, antisémite d'une manière différente. Et c'est pas parce que justement ils articulent leur discours sur les juifs à travers la défense d'Israël qui leur dédouanerait de tout antisémitisme que ça change quoi que ce soit au problème. Voilà. Éric Tegner, c'est bien parce que là il fait des espèces de philosémitisme de droite insupportable où il est en mode genre vive les juifs, je déteste les arabes, premièrement, tout en parlant comme Charles Maurras à côté. Donc on voit bien l'espèce de double jeu qui sont en train de jouer tous ces gens-là, quoi. C'est puant. Moi ça me révulse. Ça me révulse. Et moi quand je fais mon thread là-dessus, j'essaie de remettre un peu l'église au milieu du village. Et en plus je parle en tant que descendant de juifs déportés, c'est un de mes sujets pour de vrai là-dessus, qui est littéralement des putains de néo-nazis en puissance qui viennent m'expliquer ce que c'est que l'antisémitisme à moi. Je trouve ça, enfin ça me fait un peu rire. En vrai ça va, je leur réponds juste pas. Mais il y a un côté où c'est zinzin, genre dans quel monde on vit? C'est complètement con. Hein. C'est complètement con. Le lien de mon thread, je crois qu'il est juste là. Si vous voulez aller le repartager, n'hésitez pas, il a bien tourné en vrai. Je vais pas mal de gens stylés le liker, c'est cool. Chez Frontières, où on révèle dans chacun de nos magazines comment certains collaborateurs de la France Insoumise ont des proximités avec des islamistes. Et... Alors, les proximités avec leurs islamistes, pour eux, c'est Wissam. Hein. Voilà. Le truc en mode genre, regardez, les filles bien l'antisémite, une fois ils ont fait un truc avec Wissam Zelka. Ouais, c'est ça? C'est ça la force de tes arguments? Moi je sais pas, je viens de parler 1 heure de pourquoi son petit laïus il était antisémite. Je pense que c'était un peu plus carré que lui de dire on a fait une enquête sur les islamistes. Allez, nique ta mère, c'est bon, ça va.
avec des antisémites. Et ça, tous les juifs qui nous écrivent tous les jours, qui nous soutiennent, qui soutiennent Frontières, qui me soutiennent moi, ils le savent pertinemment. Alors qu'est-ce qu'ils me reprochent maintenant pour aller sur les soi-disant propos qui sont notamment visés également par SOS Racisme? Mais je retire l'insulte quand j'ai dit ça, oui, c'était une façon de parler, c'était une façon de parler, c'était une façon de dire « Oh, ça m'énerve, ça me fatigue ça, ça me fatigue, ça me fatigue. » Je vais me prendre un procès. Qu'on ne voit pas pour essayer d'attaquer les vrais antisémites qui sont dans notre pays. Eh bien, qu'est-ce que j'ai dit sur CNews? J'ai dit qu'Emmanuel Macron, c'était une sorte de mariage. Ah, je voudrais parler plus loin. Au lieu de dire des trucs genre nique ta mère ou quoi que ce soit, je vais plutôt dire ah, c'est quand même pas possible ça. Ah, c'est un peu fort de café. Oh, moi ça me fait me fâcher tout rouge. Voilà, je vais essayer de dire plutôt ça. Sans ça, je vais me prendre une plainte. Attali et Alain Minc, entre l'homme nomade et l'argent roi. C'est une image parce que j'ai lu leur livre. Alors qu'est-ce J'ai lu le livre de Jacques Attali sorti en 2005 quand j'avais 12 ans. Mais t'arrêtes de te foutre de la gueule du monde, gros blaireau. Oh pardon, t'arrives de te foutre de la gueule du monde, fiefé coquin. Il est sorti en 2005, pourquoi tu fais une ref à un livre sorti en 2005? Il a écrit combien de livres depuis, Jacques Attali, sur combien de sujets? C'est quand même fou, ça n'a... Stop Stop Œuvre. Donc 2005, voilà, il a sorti en 2005, L'homme nomade, je le vois même pas, hein, c'est pas un de ses livres les plus importants, j'imagine. 2004, La voix humaine, La crise en 2008, L'homme nomade, c'est tellement secondaire, j'ai l'impression. Ah non, c'est parce que c'est en économie politique. Il a écrit tout ça comme bouquin, Jacques Attali. Tout ça, c'est les bouquins qu'il a écrits. Il a écrit tout ça comme bouquin. Religion, histoire du peuple juif. Bah, L'homme nomade n'est même pas dans cette catégorie. Hein. Donc c'est dans quoi? Waouh. Histoire, prospective, développement personnel. Donc ça va être là, je pense, 2005. L'avenir du travail. Une brève histoire de l'avenir. L'homme nomade. Voilà. 2003, c'est sorti en 2003 quand Éric Tegner avait 10 ans hein, quand le bouquin est sorti. Donc il a sorti L'homme nomade en 2003, certes. Après il a sorti Une brève histoire de l'avenir, il a sorti aussi L'avenir du travail, Demain qui gouvernera le monde, La consolation, Urgence française, Avec nous, apprivoiser l'avenir, Histoire de la modernité, ça c'est en 2013. En 10 ans il a déjà sorti tout ça. Après il a sorti Devenir soir, prenez le pouvoir sur votre vie. Peut-on prévoir l'avenir, le sien, celui des autres? Il a sorti Vivement après-demain, 15 ans pour sortir de l'impasse, en 2016. Depuis, il a sorti Histoire de la mer, Les chemins de l'essentiel, tout ce qu'il faut avoir lu, vu, écouté et tenté, chez Fayard toujours. Histoire de l'alimentation, De quoi manger est-il le nom? Il a sorti L'économie de la vie, se préparer à ce qui vient. Il a sorti Histoire des médias, des signaux de fumée aux réseaux sociaux et après. Histoire et avenir de l'éducation, Le monde, mode d'emploi, comprendre, prévoir, agir, protéger. Il a sorti Histoire et avenir de la consolation encore, et Histoire et avenir de la ville, des villes. Chez Flammarion, en octobre 2024. Et ça, c'est sans parler ce qu'il a sorti comme bouquin en médecine, en religion, histoire du peuple juif, et tous ses bouquins sur l'économie et la politique. C'est tout ce qu'il a sorti depuis ce fameux bouquin, L'homme nomade. Il en a écrit 50, des putains de bouquins. Et il est en mode genre, non mais moi j'ai lu L'homme nomade de Jacques Attali quand c'est sorti en 2003, j'avais 10 ans. Arrête de nous prendre pour des cons, Éric Tegner. C'est pathétique, ta défense est nulle. Ce qu'il m'est très concrètement reproché d'avoir dit sur CNews. J'ai dit qu'Emmanuel Macron, c'était le mariage de Jacques Attali et d'Alain Minc, de l'homme nomade et de l'argent roi. Alors mais ça, tu l'as déjà dit. Pardonnez-moi, peut-être que vous n'avez jamais lu un livre de votre vie, mais tu n'as pas lu L'homme nomade de Jacques Attali. Ça parle pas de ça, L'homme nomade de Jacques Attali. J'étais regardé vite fait. On va aller regarder de quoi ça parle, L'homme nomade de Jacques Attali. Est-ce que ça parle de oh là là, on va taxer les héritages et trop taxer les gens pour qu'ils puissent pas s'enraciner sur le territoire français? L'homme nomade de Jacques Attali, bah on va aller voir de quoi ça parle. Est-ce que ça parle de ton putain de sujet? C'était quoi le rapport avec Yalbrand Pivet? Comme par hasard, pour aucune raison précise, je vais faire une référence à ce bouquin de 2003, réédité en 4 mai 2025. Dans cette vaste fresque historique et prospective, Jacques Attali retrace l'histoire de l'humanité comme jamais on ne l'a fait jusqu'à présent. Permettez-moi de douter. Pour lui, l'homme est nomade depuis ses origines et il est en train de redevenir par la mondialisation un nomade d'un genre nouveau. Loin d'avoir été des barbares venus détruire des civilisations existantes, les hommes du voyage fument les véritables forces d'innovation et de création à la source de tous les empires, de la Chine à Rome, de l'Égypte à l'empire américain d'aujourd'hui. Bon, tout ça pour dire que voilà, c'est un bouquin pour dire l'humanité et l'histoire de l'humanité est issue de migration. L'histoire de l'humanité est l'histoire de gens qui se déplacent. Oui, bon bah ouais, c'est quoi le rapport avec Yalbrand Pivet, j'ai envie de dire quoi. Moi j'ai lu le livre de Jacques Attali écrit en 2003 qui s'intitule L'homme nomade. C'est un concept que lui a mis en avant. On sait très bien qu'il développe beaucoup d'idées autour du multiculturalisme, des idées qui sont portées par Emmanuel Macron depuis 2007. Depuis 2007 ? Et Jacques Attali, il a écrit en 1990. On a trompé, c'est Alain Minc. L'argent fou. Ok, Alain Minc, il a écrit L'argent fou, attendez. L'argent fou de Alain Minc. Non, pareil, on va voir. Pourquoi ce bouquin-là, comme par hasard? Ça paraît quand même étonnant. L'argent fou. Alors, en plus, il a dit l'argent roi, il a dit l'argent fou. Ok, donc dans les publications.
90, c'était 3 ans avant la naissance d'Éric Tegner. Hein. Donc, il a écrit un bouquin qui s'appelle L'argent fou. Pourquoi il a la même voix que, comment il s'appelle, le mec là, le chroniqueur sur CNews, je viens de capter, il a la même voix que lui, le prof là, Bossuet. C'est comme ça, l'ancien prof d'histoire là, il parle de la même manière, je viens de capter. Ils ont la même voix, j'avais pas capté. Donc voilà, il a sorti un bouquin qui s'appelait L'argent fou, à un moment donné, Alain Minc, en 90. 3 ans, Kevin Bossuet, c'est ça, 3 ans avant la naissance d'Éric Tegner. En attendant, depuis la sortie Français si vous osiez, Le Médiachoc, Le Nouveau Moyen-Âge, La France de l'an 2000, De France, Contrepoint, L'ivresse démocratique, Louis-Napoléon revisité, Antiportrait, La mondialisation heureuse, Au nom de la loi, Spinoza, un roman juif, Capitalisme.fr, quoi, Le fracas du monde, il a sorti tout ça. Regardez le nombre de bouquins qu'il a sorti depuis son bouquin qui s'appelait L'argent fou. Donc il est en mode genre, alors j'ai dit l'argent roi, mais en fait il a écrit un bouquin en 90 qui s'appelle L'argent fou, donc c'est pas antisémite de parler de ça juste à ce moment-là, alors qu'on parlait d'Yael Braun-Pivet comme par hasard, quoi. Non mais wesh, il se fout de la gueule de qui? Il se fout de la gueule de qui? Si vous lisiez Alain Minc, vous sauriez qu'il a écrit un bouquin comme ça? T'as lu tous les bouquins d'Alain Minc peut-être? Non mais quel foutage de gueule, c'est fou quoi. Où il parle de ce concept de l'argent roi. Et donc j'explique comment ces deux personnes, dans une forme de syncrétisme, ressemblent à Emmanuel Macron. Je m'appuie sur des livres, sur des faits. À aucun moment, il n'y a d'allusion antisémite. Je parle de cette alliance entre le centre-gauche, incarné par Jacques Attali, et le centre-droit, incarné par... Alors pourquoi il a ramené ça à l'enracinement des Français? C'est ça que je comprends pas, quoi. Alain Minc. Et je cite après Yael Braun-Pivet. C'est pour ça que j'en parle, en disant qu'on... Après, il cite pas Yael Braun-Pivet, il la cite avant. C'était à la base, il parlait des taxes sur l'héritage. Un moment où c'est la finition du macronisme, c'est la fin d'un régime aujourd'hui. Et Yael Braun-Pivet, qui est présidente de l'Assemblée nationale, incarne une des figures de ce macronisme. Et pourquoi j'ai voulu prendre cette image à ce moment-là? Parce qu'elle venait de faire la proposition de surtaxer encore plus les droits de succession, en expliquant cette chose folle qui a révolté les Français, disant que soi-disant, les successions tombaient du ciel. Bah oui. Alors toi, tu viens d'une grosse famille bourgeoise, ta thune, elle sort d'où? T'as fait quoi pour mériter cette thune? Arrête. On a vu à ce moment-là qu'elle était totalement déconnectée, qu'alors que depuis qu'ils sont au pouvoir, ils ont à chaque fois privilégié les mêmes personnes, qu'ils ont toujours été déconnectés du peuple français. Aujourd'hui, ils nous sortent des absurdités de la sorte. Et c'est la seule chose que je voulais expliquer aujourd'hui. Alors je viens de raccrocher avec mon avocat et nous allons déposer une plainte en diffamation contre ce média d'extrême gauche Street Press. Je pense que Street Press se dit, vas-y. Quelle diffamation. C'est assez factuel ce qu'ils ont dit. Hein. C'est assez factuel. Ils ont dit au relent antisémite. Vas-y, hein. Il va tellement pas gagner ses procès. Ça se trouve, en plus, il est en mode j'ai parlé à mon avocat, plainte en diffamation. Ça se trouve, c'est du mytho, on sait même pas. Hein. C'est de l'intimidation judiciaire. Après, il a dit aussi j'ai porté plainte contre LFI et SOS Racisme, quoi. Vas-y, fais-le, on verra. Parce que c'est absolument insupportable de se retrouver dans un pays aujourd'hui où il y a des médias qui sont subventionnés parce que Street Press touche de l'argent de la Commission européenne, touche de l'argent de certaines collectivités territoriales. Pourquoi? Pour expliquer que... Alors là, il dit pas que Street Press touche de l'argent de George Soros. Alors là, il l'a pas dit cette fois-ci. C'est bizarre, quoi. Non, c'est un peu bizarre. Attendez. Pourquoi là, il parle pas de George Soros alors que la dernière fois, d'habitude, ils en parlent. Frontières, Street Press... Soros, c'est bizarre, là il ne cite pas George Soros, il dit Street Press sont financés par machin, bidule et trucs. Et là il le dit plus, Street Press est financé par George Soros. Là il le dit pas. Là il est en train de se défendre d'être antisémite, du coup là cette fois-ci il ne parle pas de George Soros. Alors que d'habitude Frontières parle de George Soros. Comment ça se fait? C'est peut-être qu'il a pas envie de se foutre dans la merde à refaire un truc au relent antisémite. C'est étonnant ça. Regarde, d'habitude Frontières vous parlez de George Soros pour dire que George Soros tire les ficelles et contrôle Street Press. Ben c'est justement ça qui nous permet aujourd'hui de faire des enquêtes sur les milliardaires, c'est que nous on n'a aucun milliardaire derrière nous. Vous savez, je parle souvent des médias indépendants qui sont en fait dépendants de George Soros. Par exemple Street Press qui dit on est le média indépendant. Bah, alors justement arrêtons-nous parce que là ça parle plus de George Soros. Là quand il veut justifier attaquer Street Press, dire mais qui subventionne Street Press, là il évoque pas George Soros. Pourquoi il évoque pas George Soros? Parce qu'il sait que c'était remettre une pièce dans la machine. Étrange. Pourtant, d'habitude, voilà, vous parlez de George Soros. Je vais revenir là-dessus. George Soros, il a aussi, on sait qu'il a des ONG qui financent des associations à travers le monde. Il y a Soros en France, des relais. Bien sûr. Alors, évidemment, George Soros, qui a un projet idéologique et politique affirmé, qui le dit, il veut une société ouverte. Il l'a théorisé. Sans frontières. Laisser faire, laisser passer, oui. Exactement. Donc, il finance tout un tas d'associations, d'ailleurs, en France, pro-migrants. Il a financé le CCIF, vous savez, qui a été dissous pour islamisme. D'autres associations pour les droits de l'homme, et il finance également des médias qui vont dans l'axe idéologique de George Soros. Donc il finance Disclose et il finance également Street Press.
Ok. Alors pourquoi Eric Tegner l'a pas rappelé quand il rappelle les financements derrière Street Press? Je comprends pas. Bizarre quand même, non? Bizarre. Là, il l'a pas dit. Eric Tegner, c'est le chef de Frontières, ce média absolument puant, ce torche-cul, sans aucune qualité journalistique et informationnelle dedans. Voilà. Plainte en diffamation contre ce média d'extrême gauche Street Press, parce que c'est absolument insupportable de se retrouver dans un pays aujourd'hui où il y a des médias qui sont subventionnés parce que Street Press touche de l'argent de la Commission européenne, touche de l'argent de certaines collectivités territoriales. Pourquoi? Pour expliquer que les plus grands défenseurs des Juifs et des Juifs de France, ce seraient eux, les antisémites. Je ne laisse... Alors, pour info, il me semble, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est le rédac chef de Street Press, un des mecs un peu importants de Street Press, et juif. Hein. Voilà, je tiens à le dire. Donc il est en mode, il est peut-être mieux placé que pour toi, petit nazillon, pour parler d'antisémitisme, quoi. Il est en mode genre, ils sont super antisémites, Street Press, parce que c'est l'extrême gauche. Pourquoi le rédac chef est juif, hein, littéralement. Va falloir se calmer 5 minutes. Je ne serais jamais faire. Et si ça me dites-moi si je me trompe. C'est parce que ces gens-là devraient plutôt enquêter sur leurs amis qui connaissent pertinemment. Mais pourquoi tu parles en étant énervé comme ça? Deviens streamer si tu veux gueuler dans un micro. C'est la règle, soit tu gueules dans un micro parce que t'es streamer et clown sur internet, mais à partir du moment où tu mets une cravate bien serrée autour de ton col de chemise, t'as pas le droit de t'énerver et crier dans un micro. C'est les influenceurs qui font ça. Monsieur, vous êtes journaliste, vous êtes rédac chef. Voilà. Ah, c'est insupportable. C'est insupportable. Bref. Donc on va pas tout regarder sur comment il se défend, etc. Donc là après il l'a refait sur CNews, ça va être une redite de sa vidéo. Mais je voulais vous montrer ça. À quel point il est en mode genre moi je peux pas être antisémite parce que j'ai des copains juifs et ils me défendent parce qu'ils adorent Israël. Voilà. Donc notamment il a amené Gilles William Goldnadel, l'horrible Gilles William Goldnadel, pour dire alors moi en tant que juif je peux vous le dire, ces gars-là ils sont pas antisémites, ils défendent Israël. Voilà, c'est littéralement le discours quoi. Vous avez soutenu d'ailleurs Eric Tegner accusé d'antisémitisme. Peut-être un mot à ajouter là-dessus. Bon, écoutez, je l'ai soutenu de bon cœur. Je disais en aparté que je suis un juif du réel, moi. Je sais que Eric Tegner... Pourquoi tu parles comme ça, Gilles William Goldnadel? Il a l'air un peu mort à l'intérieur, le pauvre vieux. C'est le directeur. C'est le directeur de la publication. Ok, c'était pas le rédac chef, c'était le directeur de la publication. Pardon, mais c'est à lui que je pensais, ouais. Mais c'est parce que parfois il avait déjà parlé de sujets un peu comme ça sur Twitter. Je le suis sur Twitter, j'aime bien. A défendu Israël corps et âme depuis des mois dans des conditions extrêmement difficiles. Dans des conditions difficiles, il avait son rond de serviette dans les médias, sur CNews. Très très difficile de défendre Israël dans le climat politique délétère qu'il y a eu ces 2 dernières années, où les médias étaient tout acquis à la cause pro-palestinienne. De quoi vous parlez là? De quoi vous parlez? Stop mentir. En tout cas, le seul argument pour dire non, il n'est pas antisémite, c'est il a défendu Israël. Aucun autre argument. Aucun autre. Et pour rire, j'ai expliqué que je venais de découvrir que j'étais antisémite, puisque j'avoue que je n'ai pas une estime extraordinaire pour M. Attali, pas davantage pour M. Minck. Et puis... Mais on s'en fout, moi j'ai pas une estime incroyable pour Attali et Minck non plus. Oh, quoique Attali commence à me plaire. Mais oui, c'est pas dire ça. On peut ne pas aimer une personne juive et c'est pas antisémite, quoi. Mais bon, bref, j'ai expliqué 10 000 fois ce qu'elle n'est pas dans son petit laïus. Je sais pas s'il sait très bien l'histoire de l'antisémitisme des années 30, William Goldnadel, je pense que oui. Mais je pense qu'en fait, il est en mode... On n'est plus leur cible principal, moi je m'en bats les couilles. Ils défendent Israël, je m'en bats les couilles. Voilà. Pour aggraver encore mon cas, je n'ai pas beaucoup de sympathie pour M. George Soros, l'internationaliste. Tiens, allez, hop là, hop là, vous reprendrez bien un peu de George Soros. Vous reprendrez bien un peu de George Soros avec votre Jack Attali. Allez, vous êtes un client, vous êtes un bon client, je vous rajoute un petit peu de Rothschild avec. Allez, c'est bon? Allez, ok. Donc ça fera 18,95 €, c'est le menu complot juif du coup. Ça va. Alors après, effectivement, Gilles William Goldnadel est juif, mais au bout d'un moment, bon, ça commence à me péter les couilles, quoi. Ils sont là en mode genre, moi, antisémite, j'ai mon token à côté de moi, en fait. Ça va, arrêtez, stop. Pourquoi, de toute façon, le sujet de l'antisémitisme est sans arrêt une variable d'ajustement pour des polémiques? Ça me pète les couilles, j'en peux plus, je n'en peux plus, je n'en peux plus. Et regardez, Gilles William Goldnadel, le nom de son dernier bouquin, vole au-dessus d'un nid de cocu. On en est là, hein. On en est là. De toute façon, les Français, c'est vraiment des cucks. Vole au-dessus d'un nid de cocu. Ok, bon. Alors après, sachant que Gilles William Goldnadel, il est en mode les nouveaux fascistes, c'est la gauche en fait. Donc je pense qu'il connaît un peu l'histoire du fascisme, je pense qu'il connaît l'histoire de l'antisémitisme français par rapport au nationalisme, mais en fait, il est prêt à oublier les racines antisémites de la famille politique de l'extrême droite qu'il défend, c'est un homme d'extrême droite, parce qu'il se dit en fait non, le fascisme a changé de camp.
tout simplement. Donc je veux dire, ok, avant ils étaient antisémites, maintenant ils le sont plus, maintenant c'est la gauche. Donc moi je veux bien m'acoquiner avec des gens qui ont Charles Maurras en référence, ça me dérange pas parce qu'ils ne sont plus antisémites, le fascisme a changé de camp. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il a littéralement écrit un bouquin qui parle de ça, donc ça, attendez, faut que je le retrouve, et c'est la couverture la plus moche de l'histoire des couvertures. Nadel, Gold Nadel. C'est guide contre le fascisme d'extrême gauche, guide fascisme. Voilà. Oh yes. Oh. Voilà. C'est la vraie couverture, hein. C'est la vraie couverture. Attendez, je vous la mets dans un autre onglet. C'est la vraie couverture. Les fachos ont changé de côté. Écrit sur Paint. C'est une vraie couverture, c'est un vrai livre. Manuel de résistance au fascisme d'extrême gauche. Les fachos ont changé de côté. C'est sur le site de la FNAC, hein. C'est pas une blague. C'est pas une blague, c'est la vraie couverture. Donc à partir du moment où il a dit les fachos ont changé de côté, effectivement il peut bien défendre des Maurassiens, en fait, il s'en bat les couilles, hein. On dirait la couve de Jordan de Toi, exactement. C'est le même niveau de qualité, tu l'as fait à l'arrache pour rigoler, quoi. Ah, on dirait un mème, mais non, c'est bien la couverture de son livre, quoi. Donc évidemment, tu peux défendre des mecs d'extrême droite qui s'inscrivent dans une tradition antisémite. À partir du moment où tu as dit que les fachos ont changé de côté, lui il est plus ça, lui il vit de nos jours, il vit pas dans le passé, ça va. C'est des anciens nazis, mais ils ne sont plus nazis. C'est un petit peu ça, quoi. Et donc en dernier, je vous ai encore sélectionné un petit extrait de CNews, et on va finir là-dessus, qui en vérité, dit tout ce qu'il y a à dire sur le rapport de l'antisémitisme à l'extrême droite. Donc je sais pas qui est cette personne, Amanda Sters, qui a fait une espèce d'enquête sur l'antisémitisme. Voilà, elle est sur CNews avec Pascal Praud, c'est pas une camarade, hein. C'est pas une camarade, mais écoutez ce qu'elle a à dire quand elle avait fait ses enquêtes sur l'antisémitisme, ce qu'elle a à dire sur le Rassemblement National, c'est édifiant, et bah voilà, ça résume bien finalement ce qu'est l'antisémitisme d'extrême droite. Entre l'Assemblement national et la France insoumise. Et puis il y a une phrase qui est extraordinaire, d'ailleurs, dans un dîner. Alors je ne sais pas si elle est vraie ou pas, cette phrase. Vous êtes dans un dîner et visiblement il y a quelqu'un qui est plutôt du Rassemblement national qui vous dit « Les Juifs, c'est plus notre priorité ». Oui. Les Juifs, c'est plus notre priorité. Et oui, leur priorité maintenant, c'est les Arabes et les musulmans. Voilà. Ça a vraiment existé, ça? C'est une phrase assez glaçante que j'ai entendue dans un dîner, c'est un des points de départ du livre. Ça a commencé parce que je sais pas ce que c'est son roman, cette femme peu importe. Me dit dans un dîner, avec beaucoup de gens qui votaient Rassemblement National, mais qui ont parlé de manière très décomplexée. Oui, voilà, la couverture est bien plus belle, effectivement, que la couverture de Gilles William Goldnadel qu'on avait avant, hein. Ce qui était assez nouveau pour moi dans un dîner parisien. Et quelqu'un me dit vous devriez être contente en tant que juif parce qu'on va vous débarrasser des Arabes. Elle me sort cette phrase. Voilà, tout est dit, hein. Tout est dit. Ils sont en mode genre, les Juifs et les Arabes, ils s'aiment pas. Là, le problème, c'est plus les Arabes, donc les Juifs, c'est pas notre priorité. Donc, en fait, les Juifs, on va se les mettre dans la poche parce qu'on n'aime pas les Arabes. Voilà. Et quand tu regardes Israël, et comment les Juifs sionistes d'extrême droite comme Gilles William Goldnadel défendent Israël, bah oui, ils aiment bien aussi. Enfin, non, comment des antisémites historiques se mettent à défendre Israël, c'est parce qu'ils sont contents que des gens tuent des Arabes, quoi. Donc c'est vraiment ça. En fait, ils changent un peu leur fusil d'épaule. Un coup, c'est les Juifs, un coup, c'est les musulmans. Dans tous les cas, le but, c'est de tous les faire bouffer entre eux et qu'à la fin, il reste que les Blancs, quoi. C'est un peu ça l'idée. Exact. Et je lui dis... Ouais, on va capitaliser sur les Juifs racistes. Exactement, c'est comme s'ils disaient ça. L'horreur et l'antisémitisme qu'il y a derrière ça, quoi. Genre vraiment, c'est en mode tout ça. Rien à foutre des Juifs, rien à foutre des Arabes, rien à foutre des musulmans, rien à foutre de personne, sauf nous, les Blancs, chrétiens, les vrais Français, enracinés finalement. Vous savez, pour moi, une haine en vaut une autre. Je n'attends à être débarrassée de personne. Je suis terrorisée par ce qu'elle vient de me dire. Et puis, je continue à lui expliquer qu'il y a quand même encore des liens entre l'extrême droite et un vieil antisémitisme latent. Et elle me répond « Oui, mais les Juifs ne sont plus notre priorité. » Et j'ai quitté la table. Coin, 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 coin. Bah ouais, hein. C'est chaud, hein. Pro qui coupe pas, c'est inédit. Oui, ça peut arriver. Même Conversano a appelé Meilleur Habib allié de circonstance. Ah. Bon, on va s'arrêter là sur cette séquence. Déjà, ça a été assez long, hein, ça fait plus d'1 heure qu'on parle. Je pense qu'on a fait à peu près le tour du sujet, en réalité. Sujet un petit peu complexe, mais sur lequel j'ai certaines connaissances. Donc, si vous avez appris un peu des choses sur l'antisémitisme d'extrême droite, le rapport au nationalisme et détricoter un petit peu toute cette affaire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou même à faire tourner la vidéo pour expliquer peut-être à d'autres gens un petit peu toute cette histoire et en quoi toute cette tirade d'Éric Tegner, toute cette affaire, toute cette histoire, c'est bel et bien l'antisémitisme, et aussi peut-être si jamais c'est intéressant sur le rapport de l'extrême droite à l'antisémitisme et au nationalisme, etc., etc. N'hésitez pas à partager cette vidéo et à vous abonner bien sûr.